Le pare-choc chromé de la Cadillac Escalade noire scintillait sous le soleil implacable de Chicago, telle une promesse d'acier. Aux yeux de Cindy Matthews, il n'incartavait pas le luxe. C'était un miroir, son salut en quelque sorte. Et à ce moment précis, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Son entretien chez Romanos, le restaurant italien le plus prisé du quartier de Gold Coast à Chicago, était dans précisément 4 minutes. 4 minutes pour se transformer d'une serveuse fauchée, dont la vie tenait par des épingles de sûreté et des prières désespérées, en une personne qui semblait, ne serait-ce qu'un peu, employable. Elle s'accroupit près de la vitre passager, ses doigts s'affairant frénétiquement à l'intérieur de sa blouse blanche froissée. La bretelle de son soutien-gorge n'avait cessé de glisser depuis le matin, et l'épingle de sûreté, bricolée à la hâte comme solution temporaire, avait finalement cédé à la gravité pour lâcher prise complètement. « Allez, allez !» murmura-t-elle entre des dents serrées, se contorsionnant dans une position qui aurait fait pâlir d'envie un acrobate. « Tiens bon juste 2 heures, 2 heures, et après tu pourras t'effondrer autant que tu veux. » À l'intérieur de l'escalade, Romeo Moretti observait la scène se dérouler avec des yeux sombres et pénétrants qui ne laissaient rien échapper. Il était garé là depuis 20 minutes, attendant que son cousin Marco termine de collecter l'argent de protection auprès de la bijouterie d'en face. Une affaire courante pour un mardi, ennuyeuse, routinière, mais nécessaire. Ses doigts tambourinaient sur le volant en cuir, tandis qu'il observait la rue à travers des vitres teintées qui lui permettaient de tout voir sans rien révéler. Mais cette femme blonde, utilisant actuellement son véhicule de 180 000 dollars comme salle d'habillage personnel, voilà un divertissement inattendu. Elle avait de la saleté sur les genoux, un accroc dans ses bottes qui s'étendait de la cheville à la cuisse, des chaussures usées qui avaient connu de meilleures décennies, et elle se parlait à elle-même avec l'énergie frénétique de quelqu'un dont les dernières ressources nerveuses avaient fait leur valise et quitté la ville. Roméo s'adossa à son siège, un léger sourire aux lèvres. Dans son monde, un monde de sang, d'argent et de manœuvres calculées, les moments authentiques étaient rares. Tout était une transaction, un jeu de pouvoir, une pièce d'échec déplacée sur l'échiquier. Mais cette femme, elle était le chaos pur et non filtré. Bon, le rouge à lèvres, dit-elle à son reflet, sortant un tube presque vide qui semblait avoir survécu à une guerre. Tu peux le faire, Cindy. Et l'air professionnel. Et l'air de savoir quelle fourchette utiliser. Et l'air de ne pas avoir dépensé tes derniers 7 dollars pour le bus. Elle appliqua le rouge à lèvres d'une main tremblante, le frotta légèrement, essuya le coin avec son petit doigt, puis sourit à son reflet avec une espérance désespérée. C'est alors que son visage se figea d'horreur, coincé entre ses deux dents de devant, aussi visible qu'une affiche publicitaire, se trouvait un énorme morceau d'épinard. « Oh, il faut que tu te moques de moi !» Sa voix se brisa d'incrédulité. « Univers ! Sérieusement !» Le sourire de Roméo s'élargit. Il aurait dû détourner le regard, la laisser à son humiliation privée, se concentrer sur son devoir. Mais quelque chose chez elle, le feu dans ses yeux verts, même au moment où tout s'écroulait, la façon dont elle refusait d'abandonner, même quand le monde semblait conçu pour la faire chuter, captiva son attention. Elle se griffa la bouche, faisant des grimaces allant de la constipation à la possession, son doigt creusant entre ses dents avec 0, grâce et un maximum de désespoir. « Sors !»« Sors !» siffla-t-elle à l'épinard comme s'il s'agissait d'un ennemi personnel. Le doigt de Roméo plana au-dessus du bouton de la vitre. C'était une terrible idée. Il avait des règles, ne pas s'impliquer avec les civils, ne pas briser le quatrième mur de sa vie soigneusement construite, ne laisser personne voir derrière le masque. Mais ces règles lui semblaient soudain négociables. Il appuya sur le bouton. La vitre descendit avec un doux ronronnement mécanique qui ressemblait au destin qui se mettait en place. Cindy se figea en pleine excavation dentaire, un doigt toujours coincé dans sa bouche, les yeux aussi grands que des assiettes, alors qu'elle se retrouvait à fixer l'homme le plus effrayant et le plus beau qu'elle ait jamais vu. Une mâchoire acérée qui pouvait couper le verre, des yeux comme du café noir à minuit, sombres, intenses, insondables. Une cicatrice traversait son sourcil gauche, lui conférant un air dangereux qui envoyait des signaux d'alarme, retentir dans son système nerveux, des cheveux sombres parfaitement coiffés, et un costume qui coûtait probablement plus que tout ce qu'elle possédait, y compris le collier de fausses perles de sa grand-mère. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Besoin d'aide avec ça?
Sa voix était douce, sombre, riche comme un whisky coûteux. Où devrais-je appeler un professionnel dentaire? Peut-être un exorciste? Le cerveau de Cindy émit un ordre clair comme de l'eau de roche. « Cours !» Ses jambes, ivres d'humiliation et de choc, l'ignorèrent complètement. Elle retira lentement son doigt de sa bouche. Toujours pas d'épinards. Le coquin s'accrochait pour la vie, et l'essuya sur son pantalon déjà ruiné. Un geste qu'elle regretta immédiatement, car elle avait l'air répugnante et impolie. Elle leva le menton, cherchant sa dignité au fond d'un baril vide. « Si vous trouvez mon amour-propre quelque part par ici, faites-le-moi savoir, » dit-elle, sa voix à peine étranglée. Je crois que je l'ai laissé tomber entre le problème de soutien-gorge et la chirurgie d'extraction de légumes. Le coin de sa bouche tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose d'adjacent à l'émotion humaine vacilla dans ses yeux dangereux. La vitre était juste là, continua Cindy, les mots s'échappant comme une digue brisée, toute brillante et réfléchissante, me jugeant. Je devais arranger les choses. Je devais. Elle se désigna vaguement, tentée d'avoir l'air d'un être humain fonctionnel. Donc, votre solution était de séduire ma voiture avec des ajustements de lingerie et du rouge à lèvres. Un sourcil sombre se leva avec amusement. C'était un accident. Je ne fais pas normalement des spectacles de striptease pour des véhicules de luxe au hasard. Elle marqua une pause, son cerveau rattrapant sa bouche. Enfin, pas les mardis, 2 en tout cas. Les mardis, 2 sont ma journée digne. Clairement, ça se passe bien. Cette fois, il sourit. Cela transforma tout son visage, adoucissant les traits durs, le faisant paraître moins menaçant et plus comme un homme qui comprenait l'absurdité de la vie. Mais quelque chose dans ce sourire lui donna aussi un frisson. Pas de la peur exactement, mais une reconnaissance. Cet homme était dangereux d'une manière que son cerveau fauché et désespéré ne pouvait même pas cataloguer. On dirait une affaire de miroir brisé, de mauvais légumes et de timing catastrophique, dit-il, se penchant légèrement vers la fenêtre. Son parfum la frappa, cher, subtil, avec des notes de cèdre et quelque chose de plus sombre qu'elle ne pouvait identifier. « L'univers a une vendetta personnelle contre moi », murmura Cindy, puis elle vérifia son téléphone. Son cœur s'arrêta. « Oh, ma douce mère, je suis en retard. J'ai un entretien d'embauche. Un entretien sérieux, qui change la vie. S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi pouvoir me payer des ramen et le loyer. » Elle regarda le bâtiment derrière lui, Romanos, avec son élégant auvent et son service de voiturier. « Alors, tu ferais mieux d'aller faire bonne impression, » dit-il, ses yeux suivant son visage avec une intensité déconcertante. « Bien que je doive avouer, si tu apportes la moitié du divertissement là-bas que tu as fourni ici, tu pourrais demander une augmentation avant même de commencer. » Le visage de Cindy s'empourpra. « C'est ça. Oui, je vais juste m'humilier professionnellement maintenant, au lieu de le faire de manière récréative. » Elle se tourna pour partir, puis se retourna, le pointant du doigt avec son téléphone. « Et vous, monsieur le propriétaire de voitures de luxe, bonne chance avec votre truc dangereux et coûteux. Essayez de ne pas écraser de femmes désespérées avec des problèmes d'épinards. » Le sourire de Roméo s'élargit en quelque chose de sincèrement amusé. « Je ferai de mon mieux. Bonne chance, mademoiselle. »« Mademoiselle Catastrophe, » répondit-elle. « Je m'appelle Mademoiselle Catastrophe. » Elle commença à reculer. Aussi connue sous le nom de Cindy. Cindy Matthews, la fille qui vient d'utiliser votre voiture comme miroir et va maintenant mourir de honte. Ravi de vous rencontrer avant ma mort. Roméo, dit-il simplement. Roméo Moretti. Quelque chose dans la façon dont il prononça son nom rendit l'air plus lourd, comme si cela signifiait quelque chose, comme si cela devait signifier quelque chose. Mais Cindy n'eut pas le temps d'analyser le battement étrange dans son estomac ou la façon dont ses yeux semblaient la suivre comme un toucher physique. Elle fit volte-face et se dirigea rapidement vers Romanos, son talon cassé cliquetant de manière inégale sur le trottoir, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Derrière elle, Roméo la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes dorées du restaurant. « Henry Roméo Moretti », la voix de Marco crépita dans le Bluetooth de la voiture, faisant enfin détourner le regard de Roméo. « Nous avons terminé ici, paquet sécurisé. Où es-tu ? » « Toujours sur place, » dit Roméo, ses yeux dérivant vers l'entrée du restaurant. « J'ai eu un retard inattendu. » « Quel genre de retard ?» Roméo fit passer la voiture en mode de conduite, s'éloignant du trottoir, mais son esprit n'était plus au travail. « Le genre intéressant, » murmura-t-il. Ce que Roméo ne dit pas, c'est qu'il était propriétaire de Romanos. Il en était propriétaire depuis trois ans, depuis qu'il l'avait pris comme paiement d'un débiteur qui avait fait de mauvais choix de vie.
Le restaurant était une façade légitime pour des opérations moins légitimes, mais il générait réellement des bénéfices. Et dans environ 5 minutes, la femme qui venait d'utiliser sa voiture comme miroir allait se présenter à un entretien pour un poste de serveuse, un entretien qu'il allait personnellement mener. Car l'univers, il semblait, avait un sens de l'humour, après tout. Roméo gara la voiture dans le garage privé sous Romanos, son esprit déjà en train de réfléchir. Il devrait laisser son manager gérer l'entretien. Il devrait rester dans l'ombre où il était à sa place. Il devrait oublier les yeux verts et les dents tachées d'épinards et le genre d'authenticité brute qui n'existait pas dans son monde. Il devrait. Mais Romeo Moretti avait construit un empire en sachant quand enfreindre ses propres règles. Son téléphone vibra, un SMS de son second, Vincent. « Réunion ce soir. La famille Calibrasi fait des mouvements. Nous devons réagir. » Roméo répondit « Je serai là, 21h à temps. » Puis, il rangea son téléphone, redressa sa cravate et se dirigea vers l'ascenseur privé du restaurant. Cindy Matthews n'avait aucune idée que l'homme derrière la vitre était sur le point de devenir la complication la plus dangereuse de sa vie. Et Roméo. Roméo n'imaginait pas un instant que cette serveuse fauchée, arborant des épinards entre les dents, allait devenir son salut inattendu. Cindy fit irruption dans le vestibule somptueux du Romano comme si elle fuyait une scène de crime. Son souffle haletant, son maquillage sans doute brouillé et sa bretelle de soutien-gorge ayant enfin trouvé sa pleine liberté en glissant jusqu'à son coude sous son chemisier. L'hôtesse d'accueil, une femme grande et distinguée, vêtue d'une robe noire, valant plus que toute la garde-robe de Cindy, leva les yeux avec un sourire de courtoisie qui dissimulait à peine son jugement. « Puis-je vous aider ?» Son ton laissait entendre qu'elle n'avait aucune envie d'être secourable. « Pour un entretien » haleta Cindy, s'efforçant de remettre discrètement sa bretelle, tout en maintenant le contact visuel. « J'ai un entretien à 14h pour le poste de serveuse, Cindy Matthews. Je sais que je suis en retard. 1000 excuses. Il y a eu un problème avec une voiture et des épinards, dit-elle, se forçant à cesser son discours décousu. Je suis là maintenant. » L'expression de l'hôtesse resta immuable, mais un éclair passa dans ses iris, peut-être de la pitié ou une gêne par procuration. « Bien sûr, monsieur Moretti vous attend. » L'esprit de Cindy s'arrêta net. « Excusez-moi, qui ça ?»« Monsieur Moretti, le propriétaire. Il mène les entretiens en personne aujourd'hui. » Elle désigna un couloir. « Deuxième porte à gauche. Essayez de ne pas le faire attendre davantage. » Le sang quitta le visage de Cindy. Moretti. Roméo Moretti. L'homme de la voiture était Roméo Moretti, propriétaire des Romanos. L'homme devant qui elle venait d'effectuer un striptease involontaire allait l'interroger. « Oh, vous ne pouvez pas. » Cindy se reprit. « Merci. Je vais simplement aller mourir discrètement dans son bureau. Alors. » Elle s'engagea dans le couloir, les jambes tremblantes, chaque pas s'apparentant à une marche vers l'échafaud. Le restaurant était magnifique, tout en acajou riche, éclairage tamisé, et cette sorte de silence coûteux que seul l'argent peut acheter. Une musique classique douce émanait d'enceintes dissimulées. L'odeur de pain frais et d'herbe flottait dans l'air. C'était le genre d'endroit où l'énorme dette étudiante de Cindy venait se moquer d'elle. Elle s'arrêta devant la seconde porte, leva la main pour frapper, puis hésita. Fuir. Elle pouvait encore fuir. Il y avait d'autres restaurants, d'autres emplois, d'autres moyens d'éviter une mort par humiliation. Mais son compte en banque affichait 3,47 €. Son loyer était dû dans 5 jours. Sa colocataire avait déjà menacé de changer les serrures. Elle frappa. « Entrez !» Cette même voix sombre et mélodieuse, celle de l'homme de la voiture. Cindy poussa la porte et pénétra dans un bureau qui aurait eu sa place dans un film de gangster. Mobilier en cuir, bureau en bois sombre, fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur Michigan Avenue, et derrière ce bureau, arborant un léger sourire en coin qui devrait être illégal, était assis Roméo Moretti. Il semblait encore plus dangereux à l'intérieur. L'éclairage du bureau accentuait les angles marqués de son visage, l'intensité de ses yeux couleur nuit, la puissance contenue de sa posture, celle d'un prédateur se faisant passer pour civilisé. « Mademoiselle Matthews, » dit-il en lui désignant la chaise en face de lui. « Veuillez vous asseoir. Nous avons déjà établi que vous excellez dans l'art de faire des entrées remarquées. » Le visage de Cindy s'empourpra, assez pour cuire des pâtes. « Écoutez, à propos de dehors, l'ajustement du soutien-gorge, l'extraction de l'épinard, l'utilisation de mon véhicule comme votre miroir personnel. » Il s'adossa à sa chaise, les doigts croisés. « Tout cela fait partie de votre stratégie d'entretien, je suppose. Très mémorable. Non conventionnelle, mais mémorable. Je ne savais pas que c'était votre voiture. » Les mots jaillirent. «
Je ne savais pas que vous possédiez cet endroit. Je ne savais pas. Elle s'interrompit, reprenant son souffle. Je suis désolé. C'était peu professionnel. Tout ça, je peux partir si vous voulez. Asseyez-vous, Cindy. Quelque chose dans la façon dont il prononçait son prénom, avec cette légère pointe d'autorité, fit plier ses jambes automatiquement vers la chaise. Il prit un CV sur son bureau. Son CV. Celui qu'elle avait imprimé à la bibliothèque parce que son imprimante avait rendu l'âme 6 mois auparavant, rejoignant sa liste d'objets qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer. Cindy Matthews, lut-il à voix haute. 24 ans, diplôme d'associé en hôtellerie d'un collège communautaire, 3 ans d'expérience chez Denny's, 2 ans dans un dîner à Pilson qui a depuis fermé, et 6 mois dans un bar à cocktails à Wicker Park. Il leva les yeux. Vous bougez beaucoup. Les entreprises continuent de fermer, dit Cindy, relevant le menton. Il s'avère que je porte la poisse. Chaque endroit où je travaille finit par fermer. Alors, si vous êtes superstitieux, vous devriez probablement embaucher quelqu'un d'autre. Ou vous êtes simplement doué pour choisir des établissements mourants. Ses yeux ne quittèrent pas son visage. Pourquoi Romanos? Parce qu'il ne meurt pas, parce qu'il a du succès, parce que j'en ai assez de travailler dans des endroits qui ne peuvent pas payer les salaires. Elle fit une pause. Et parce que je suis désespéré, je suis à 3 semaines de me retrouver sans abri. Ma voiture est morte, et mon dernier emploi m'a laissé tomber quand ils ont restructuré, ce qui est un euphémisme de corporate pour « on est fauché, mais on ne l'admettra pas ». L'expression de Roméo ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Honnêteté, c'est rare. Je suis trop fatigué pour mentir. Cindy s'affaissa légèrement sur la chaise. Écoutez, je suis une bonne serveuse. Je travaille dur, je ne vole pas. Je ne me porte pas malade, sauf si je suis réellement en train de mourir, et je peux porter 6 assiettes à la fois sans en faire tomber aucune. Je ne suis pas sophistiqué. Je ne connais pas les accords mets vins, et je ne peux probablement pas prononcer la moitié des choses sur votre menu, mais je me montre, je fais le travail, et je donne aux clients le sentiment qu'ils sont importants. Même avec des épinards entre les dents. Elle ne put s'empêcher de rire, un vrai rire épuisé. Surtout avec des épinards entre les dents, ça me rend approchable. Roméo sourit, vraiment sourit. Pas le rictus, mais quelque chose de sincère. Dites-moi, Cindy, que feriez-vous si un client renvoyait une bouteille de vin à $200 parce qu'elle n'était pas tout à fait juste? Je demanderais des excuses, je demanderais ce qu'il recherchait, et je lui trouverais quelque chose de mieux. Ensuite, je boirai la bouteille renvoyée dans la salle de repos et je me demanderai comment les gens ont $200 à dépenser pour du jus de raisin. Et si un client était grossier avec vous? Je souris, je reste professionnel et j'imagine qu'il trébuche en sortant. Elle marqua une pause. Mais seulement l'imaginer, je ne le ferai pas vraiment trébucher. Probablement. Probablement. Ça dépend de son degré de grossièreté. Roméo se leva, contournant le bureau. Il se déplaçait comme de l'eau, fluide, souple, maîtrisé. Il s'appuya contre le bord du bureau, plus proche maintenant, et Cindy capta à nouveau cette odeur de cèdre mêlée à autre chose. Du danger peut-être, ou juste un parfum cher. « Ce restaurant n'est pas comme vos emplois précédents, » dit-il calmement. « La clientèle est particulière, des gens puissants, des gens qui attendent de la discrétion. Je peux être discrète. Le pouvez-vous » Ses yeux se posèrent sur les siens. « Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'avait pas de sens. » Pourriez-vous l'oublier? Quelque chose de froid parcourut l'échine de Cindy. La question semblait lourde, chargée de sens qu'elle ne parvenait pas à saisir. « Je suis douée pour me mêler de mes affaires, » dit-elle avec prudence. « J'ai travaillé dans suffisamment de quartiers difficiles pour savoir que parfois, la meilleure chose à voir est rien du tout. » Roméo l'observa un long moment. Puis, il hocha la tête, retournant à sa chaise. « Vous commencez lundi prochain, à 17h. Ne soyez pas en retard. » Cindy cligna des yeux. « Attendez, quoi? Je suis embauchée? À moins que vous n'ayez changé d'avis. Non, non, je juste. » Elle se leva rapidement, puis se reprit. « Merci, vraiment? Merci, monsieur Moretti. »« Roméo, Roméo, » répéta-t-elle, et le nom sonna étrangement sur sa langue, intime en quelque sorte. Une dernière chose. Il sortit une carte d'un tiroir de son bureau et la lui tendit. « Mon numéro privé. Si vous avez des problèmes avec des clients, avec le personnel, avec quoi que ce soit, vous m'appelez directement. » Cindy prit la carte, ses doigts frôlant les siens. Une étincelle électrique parcourut son bras. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi me donner votre numéro personnel ?» Les yeux de Roméo s'assombrirent. « Disons simplement que j'ai le sentiment que vous allez être intéressante à avoir près de moi. » Cindy quitta le bureau hébétée,
la carte brûlant dans sa poche comme un secret. Elle atteignit la rue avant de laisser échapper un rire étouffé d'incrédulité. Elle avait un emploi. Elle allait pouvoir payer son loyer. Elle n'allait pas devenir sans-abri. Et son nouveau patron était l'homme le plus dangereusement séduisant qu'elle ait jamais rencontré, qui, pour une raison inexplicable, semblait intéressé. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Roméo la regardant depuis la fenêtre, son expression indéchiffrable. Son téléphone sonna. Vincent encore. La réunion Calibrasi. Ils veulent discuter du territoire. Ça pourrait devenir compliqué. Roméo répondit par SMS. Que ça devienne compliqué. Je m'en occuperai. Mais ses yeux restèrent fixés sur la silhouette de Cindy s'éloignant. Il avait brisé sa règle cardinale. Ne jamais s'impliquer personnellement avec ses employés. Ne jamais brouiller les lignes entre les affaires et quoi que ce soit d'autre que ce soit. Mais Roméo Moretti n'avait pas bâti un empire en suivant les règles. Il l'avait construit en sachant quand les enfreindre. Et quelque chose lui disait que Cindy Matthews valait la peine de transgresser toutes ces règles. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'elle allait devenir sa plus grande faiblesse. Et dans son monde, la faiblesse entraînait la mort. Le lundi arriva, avec cette humidité qui donnait à Chicago l'impression de transpirer sous son coûteux costume. Cindy se tenait devant les Romanos à 16h45, 15 minutes en avance, car le désespoir lui avait appris que la ponctualité était la seule monnaie qu'elle pouvait toujours se permettre. Elle portait des pantalons noirs trouvés chez Goodwill, avec une seule petite tache, à peine visible, et une chemise blanche qu'elle avait repassée 3 fois, jusqu'à ce qu'elle paraisse presque neuve. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval soignée. Aucun épinard entre ses dents. Elle vérifia 17 fois. L'entrée de service, où le personnel entrait, se trouvait dans une ruelle qui sentait le chic de la poubelle, si tant est qu'une telle chose puisse exister. Un homme imposant en costume sombre se tenait près de la porte, les bras croisés, le visage impassible. « Entrée du personnel » demanda Cindy, hésitante. Il la toisa de haut en bas avec des yeux froids. « Non, Cindy Matthews, nouvelle serveuse, je commence aujourd'hui. » Il sortit son téléphone, vérifia quelque chose, puis hocha la tête et ouvrit la porte. Au fond du couloir, deuxième à gauche, demandait Maria. Le couloir à l'intérieur n'avait rien à voir avec l'élégante façade du restaurant. Sols en béton, éclairage fluorescent, le bourdonnement industriel des équipements de cuisine. Ça sentait l'ail, le pain frais et autre chose, les cigarettes et le parfum. Cindy trouva la salle du personnel et frappa. « Entrez !» répondit une voix de femme, chaleureuse et teintée d'un accent italien. Maria, une femme menue et chaleureuse d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et ornés d'un tablier fleuri, examina Cindy avec un sourire. « Ah, vous êtes la nouvelle, l'embauche de Roméo. Venez, venez, je vais tout vous montrer. » Cindy répéta, tandis qu'elle suivait Maria, l'expression perplexe. « L'embauche de Roméo ?» Maria la regarda d'un air entendu. « D'habitude, il n'interroge pas les serveuses lui-même, c'est mon rôle, mais il a spécifiquement demandé à vous voir. » En lui tendant un tablier et un badge nominatif, elle ajouta « Vous avez dû faire forte impression. Si seulement vous saviez, » pensa Cindy en attachant son tablier, tandis que la première heure des tâches s'écoulait à toute vitesse. Maria lui expliqua le système de numérotation des tables, le dispositif de points de vente, la liste des vins, qui ressemblait à une langue étrangère, et la présenta aux autres employés. Il y avait Tony, le chef cuisinier, un homme imposant aux bras couverts de tatouages, et à la voix étonnamment douce. Marco, le barman, cousin de Roméo, qui avait les mêmes yeux sombres que lui, et plusieurs autres serveuses, qui jaugeaient Cindy avec des expressions allant de l'amical au profondément méfiant. « Ne leur en voulez pas, » murmura Maria. « Elles sont juste protectrices. Cet endroit, c'est une famille. » La manière dont elle prononçait le mot « famille » lui donnait une signification bien plus profonde. Vers 5h30 de l'après-midi, le restaurant commença à se remplir. Cindy fut assignée à suivre une serveuse nommée Angela, une brune grande aux yeux vifs et aux talons encore plus aiguisés, qui fit comprendre par son seul langage corporel que Cindy était un inconvénient, une intrusion. « Regardez et apprenez, » dit Angela froidement. « Ne touchez à rien, ne parlez pas aux clients, ne nous mettez pas dans l'embarras. » Cindy retint sa réponse et la suivit. La salle à manger était encore plus belle la nuit. Des lumières douces projetaient de des reflets dorés. Des couples élégamment vêtus étaient assis à des tables intimes. Le doux tintement des couverts coûteux sur des assiettes raffinées créait une mélodie parfaite, presque envoûtante, jusqu'à 7 heures exactes. Cindy observait Angela servir des boissons lorsqu'elle les remarqua. 4 hommes en costume sombre entrant par l'entrée principale sans attendre l'hôtesse.
Ils traversèrent la salle à manger directement vers l'arrière, sans que l'hôtesse ne les arrête. L'un d'eux était Roméo, un autre était Marco, le cousin barman. Les deux autres étaient des inconnus, plus âgés, plus durs, avec des visages marqués par l'expérience et la rudesse de la vie. Ils disparurent derrière une porte discrète, arborant l'inscription « Privé » que Cindy n'avait jamais remarquée auparavant. « Ne fixez pas », siffla Angela en saisissant le bras de Cindy. « Règle numéro 1, vous ne voyez rien, comprenez-vous? Je n'étais pas. Vous l'étiez. Arrêtez. » La prise d'Angela se resserra. « Certaines choses ici ne vous regardent pas. Gardez cela à l'esprit si vous voulez conserver cet emploi. » Cindy hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Pendant l'heure qui suivit, elle tenta de se concentrer sur l'apprentissage des numéros de table et la manière de tenir correctement une bouteille de vin. Mais son attention ne cessait de dériver vers cette porte dérobée. À 8h15 du soir, des voix s'élevèrent derrière elle. L'ensemble du restaurant sembla se raidir. Les serveuses se déplaçaient de plus vite. Tony sortit de la cuisine, essuyant ses mains, le regard sombre. Marco apparut derrière le bar, ne préparant plus de boisson, mais observant cette porte avec une tension palpable. Puis, elle s'ouvrit. Les deux inconnus sortirent les premiers, leurs visages rouges de colère. L'un d'eux tenait sa main. Cindy pouvait distinguer du sang entre ses doigts. « Vous le regretterez, Moretti !» cria le blessé. « La famille Calibrasi n'oublie jamais. » Roméo apparut dans l'embrasure de la porte, parfaitement calme, aucun cheveu égaré, mais quelque chose dans ses yeux glaça le sang de Cindy. Ce n'était pas l'homme amusé de la voiture, ce n'était même pas le patron professionnel de l'entretien, c'était quelqu'un d'autre, foncièrement différent. « Dites à votre patron, » dit Roméo, sa voix calme mais distinctement audible dans le restaurant soudainement silencieux, « que Chicago a des règles, il les a enfreintes, c'était son avertissement. La prochaine fois, ce ne sera pas seulement sa main qui saignera. » Les hommes partirent, et lentement, presque irréellement, le restaurant reprit ses activités normales. Les clients recommencèrent à manger, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'avaient pas été témoins d'une menace prononcée avec un calme terrifiant. « La table 6 a besoin d'eau, » dit Angela à Cindy, sa voix légèrement tremblante. « Allez-y maintenant. » Cindy saisit une carafe d'une main engourdie et s'approcha de la table 6, où un couple âgé lui sourit agréablement, comme si le monde n'avait pas basculé sur son axe. Elle remplit leur verre, l'esprit tourbillonnant. Quel genre de restaurant était-ce? À quoi venait-elle d'assister? Et dans quoi diable s'était-elle fourrée? À 10h du soir, son service se termina. Cindy quitta son uniforme dans le vestiaire du personnel, ses mains tremblant encore légèrement. Elle saisit son sac à main et se dirigea vers la sortie arrière. « Cindy !» Elle se retourna vivement. Roméo se tenait dans le couloir, sa veste enlevée, ses manches retroussées, l'air d'avoir terminé une longue journée d'affaires parfaitement légales et normales. « Monsieur Moretti, Roméo, je partais juste. Marchez avec moi ?» Ce n'était pas une question. Ils marchèrent en silence dans le couloir. Roméo ouvrit une porte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Son bureau, différent de la salle d'entretien, était plus petit, plus intime. Un bureau couvert de papier, un coffre-fort dans le coin, des photos sur le mur, des photos de famille. Elle réalisa que l'une représentait Roméo enfant, avec une femme qui devait être sa mère, et d'autres Roméo avec un groupe d'hommes en costume, tous souriants, tous d'apparence dangereuse. « Asseyez-vous, » dit-il. Cindy s'assit. Roméo versa 2 verres de whisky d'une carafe en cristal et lui en tendit un. Elle le prit, car refuser semblait une très mauvaise idée. « Vous avez vu quelque chose ce soir ?» dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Je n'ai rien vu. » Le mensonge vint automatiquement. Cindy. Il s'assit au bord de son bureau, assez près pour qu'elle puisse voir les légères ecchymoses sur ses phalanges. « N'insultez pas mon intelligence. Vous avez vu. La question est de savoir ce que vous allez faire à ce sujet. » Sa gorge se serra. « J'ai besoin de ce travail. Ce n'est pas une réponse. » Elle croisa son regard. « Alors, voici une réponse. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce qu'est vraiment cet endroit. Et je suis assez intelligente pour savoir que poser des questions est probablement un bon moyen de finir en sang comme la main de cet homme. » L'expression de Roméo ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'approbation peut-être. « Vous avez raison, les questions sont dangereuses. » Il but une gorgée de son whisky. « Mais vous êtes déjà impliquée maintenant, Cindy, au moment où je vous ai embauché. Au moment où vous avez franchi cette porte, au moment où vous avez vu ce que vous avez vu, je peux démissionner. » Sa voix était à peine un murmure. « Vous pourriez, » il posa son verre, « mais vous ne le ferez pas parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous êtes à 3 semaines du foyer, souvenez-vous, et parce que... » Il se pencha légèrement.
Vous êtes curieuse, je le vois dans vos yeux. Vous voulez comprendre? Il avait raison. Dieu l'aide, il avait raison. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Demanda-t-elle. Vraiment? Roméo sourit, mais son regard resta froid. C'est un restaurant, un très bon. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Et les hommes, le sang, les menaces? Des différents commerciaux, cela arrive. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre donnant sur l'allée. Chicago a plusieurs visages, Cindy. Celui que les touristes voient, l'architecture, le lac, la pizza deep dish, et celui d'en dessous, celui qui fonctionne selon des règles différentes. Les règles de la mafia, dit Cindy, le mot lui semblant étrange en bouche. Roméo se tourna pour la regarder, et un instant, elle vit quelque chose de vulnérable traverser son visage. Puis, cela disparut, remplacé par ce masque contrôlé. C'est un mot dangereux, mais ai-je tort? Il revint vers elle, se tenant suffisamment près pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour croiser son regard. « Écoutez très attentivement, dit-il doucement. Vous avez deux choix. Vous pouvez sortir par cette porte maintenant. Je vous paierai pour ce soir, vous donnerai une référence, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ou vous restez. Vous travaillez ici, vous faites votre travail. Vous gardez les yeux baissés et la bouche fermée sur ce qui ne vous regarde pas. Et en retour, vous serez protégé, bien rémunéré, en sécurité. En sécurité de quoi? Sa mâchoire se serra. De tout le monde. Parce que vous êtes à moi maintenant, Cindy. Vous travaillez pour moi et je protège ce qui m'appartient. La possessivité dans sa voix aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, un frisson lui parcourut l'échine, pour des raisons entièrement différentes. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », réussit-elle à articuler. « Vous avez jusqu'à demain. » Il lui tendit une enveloppe. La paie de ce soir, plus un bonus. Considérez cela comme un incitatif à la signature. Cindy l'ouvrit. 500 $ pour 4 heures de travail. Roméo, c'est trop. C'est exactement ce que vous valez. Ses doigts effleurèrent les siens alors qu'il refermait sa main autour de l'enveloppe. Demain, Cindy, choisissez. Elle repartit, hébétée, l'enveloppe lourde dans son sac à main, ses paroles pesant sur son esprit. Dehors, la nuit de Chicago était fraîche sur sa peau rougie. Elle marcha vers l'arrêt de bus, son esprit en pleine effervescence. Elle devrait fuir, devrait prendre l'argent et disparaître. Une voiture s'arrêta à côté d'elle, la Cadillac Escalade. La vitre s'abaissa. Roméo la regarda depuis le siège du conducteur. « Montez, je vous raccompagne. Je peux prendre le bus. Montez, Cindy. » Elle monta. Ils roulèrent en silence à travers la ville scintillante. Cindy lui donna son adresse. Un immeuble d'appartements délabré à Pilson, qui semblait pire la nuit que le jour. Quand ils arrivèrent, Roméo ne déverrouilla pas immédiatement les portes. « Vous devriez savoir, » dit-il calmement en regardant droit devant lui. « Une fois que vous êtes dedans, vraiment dedans, il n'y a pas de sortie facile. Vous essayez de me faire peur, j'essaie d'être honnête. » Il se tourna pour la regarder. « Parce que je ne veux pas que vous choisissiez cela, et ensuite le regrettiez. Je ne veux pas quoi? Je ne veux pas être la raison de votre malheur. » La vulnérabilité dans sa voix ouvrit quelque chose dans la poitrine de Cindy. « Pourquoi vous souciez-vous » murmura-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. » Roméo tendit la main, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était si doux, si en contradiction avec tout le reste de lui. « C'est le problème, » dit-il. « Je veux. » Puis, il déverrouilla la porte. Cindy sortit sur des jambes tremblantes. « Demain, » lui rappela Roméo. Elle hocha la tête et marcha vers son immeuble sans se retourner. À l'intérieur de son petit appartement, elle compta l'argent à nouveau. 500 $, assez pour le loyer, assez pour la nourriture, assez pour arrêter de se noyer pendant un petit moment. Mais cela avait un prix. Roméo Moretti n'était pas seulement un patron, il était quelque chose d'autre, quelque chose d'insaisissable et de profondément intimidant, quelque chose de dangereux, une situation qui aurait dû la pousser à fuir. Alors pourquoi sa réponse était-elle déjà gravée en elle? Pourquoi savait-elle déjà qu'elle allait rester? Le lendemain soir, Cindy retourna chez Romano avec sa décision prise, une terreur pareille à une eau glacée lui parcourant les veines. Elle trouva Roméo dans son bureau, des papiers étalés sur son bureau, l'allure parfaite du magnate légitime, à l'exception de l'arme qu'elle distinguait désormais dans un étui d'épaule sous sa veste. « Je reste » dit-elle depuis l'embrasure de la porte. Roméo leva les yeux, son regard sombre sondant son visage. « Es-tu certaine ?»« Non, mais je reste quand même. » Un sentiment qui aurait pu être du soulagement traversa ses traits. Alors nous devons établir des règles de base. Au cours de la semaine suivante, Cindy assimila le rythme de Romanos. Le restaurant fonctionnait sur deux plans, le visible et l'invisible.
Pendant les heures d'ouverture, il était exactement ce qu'il semblait être, un restaurant italien haut de gamme au service de l'élite de Chicago. Mais certaines nuits, certaines réunions se tenaient dans les pièces du fond, l'argent changeait de main, des accords étaient conclus. Et Cindy apprit à ne rien voir. Elle excellait dans son travail, les clients l'adoraient. Elle possédait cette aptitude rare à faire que les millionnaires se sentent comme des gens ordinaires, et que les gens ordinaires se sentent comme des millionnaires. Les pourboires étaient généreux. Maria la prit sous son aile. Même Angela s'adoucit légèrement, et Roméo observait. Elle sentait ses yeux posés sur elle en permanence. Quand elle riait avec les clients, quand elle gérait efficacement une table difficile, quand elle nouait son tablier le matin, il la regardait avec une intensité qui réchauffait sa peau et faisait battre son cœur. Ils ne parlaient guère au-delà des échanges professionnels, mais l'air entre eux crépitait d'une tension inexprimée. Puis vint le jeudi soir. « Cindy, Roméo apparut à sa station à 21 heures. J'ai besoin de toi pour quelque chose. J'ai 4 tables. Angela s'en occupera. » Son expression était indéchiffrable. « Viens avec moi. » Il la conduisit à son bureau, où une housse de vêtements était suspendue à la porte. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un dîner, des partenaires d'affaires. J'ai besoin de toi là-bas. » Le ventre de Cindy se serra. « En tant que serveuse. En tant que ma cavalière. » Les mots planèrent dans l'air comme une bombe. « Votre quoi ?» Roméo passa une main dans ses cheveux, le premier geste nerveux qu'elle lui ait jamais vu. « Il y a des gens qui viennent ce soir, des gens importants, des gens dangereux, et ils apportent leur lot de complications. J'ai besoin de quelqu'un avec moi, quelqu'un qui ne fait pas partie de ce monde, quelqu'un qui me fait paraître humain, » suggéra Cindy. « Oui. » Il rencontra son regard. « Exactement ça, humain. » Cindy croisa les bras. « Et qu'est-ce que j'y gagne à jouer les faire-valoir à votre dîner de la mafia ? 2000 $. De plus, vous gardez la robe. » Il marqua une pause. « Et ma protection dont vous pourriez avoir réellement besoin après ce soir. Réconfortant. » « Je n'essaie pas de vous réconforter. Je suis honnête. » Roméo s'approcha. « Ces hommes, ils respectent le pouvoir, mais ils respectent aussi la normalité. Un homme avec une femme à son bras a l'air posé, stable, moins susceptible de faire des coups de tête. Alors, je suis un accessoire. Vous êtes un bouclier, » sa voix s'adoucit. « Et peut-être, si je suis totalement honnête, une excuse pour vous avoir près de moi pour une soirée. » Le souffle de Cindy se coupa. « Roméo, la robe est à votre taille. Maria m'a aidé à deviner. Le dîner commence à 20 heures. Dites oui, Cindy. » Elle aurait dû dire non, devrait fuir, devrait dire oui. La robe était en soie verte émeraude, simple mais élégante, avec un décolleté qui laissait entrevoir sans trop révéler. Elle lui allait parfaitement. Maria lui coiffa les cheveux en vagues douces et appliqua un maquillage qui fit de Cindy une version améliorée d'elle-même. Quand elle sortit de la salle de bain, Roméo l'attendait dans le couloir. Il portait un costume anthracite qui lui donnait l'allure d'un péché drapé dans un tissu onéreux. Ses yeux parcoururent Cindy lentement, et quelque chose de sombre et de vorace scintilla dans leur profondeur. « Vous êtes… » Il s'éclaircit la gorge. « Parfaite. J'ai l'impression de jouer à me déguiser. Vous avez l'air d'être à votre place. » Il lui offrit son bras. « Prête ? » Pas le moins du monde. La salle à manger privée se trouvait à l'arrière du Romanos, un espace que Cindy n'avait jamais vu. Boiseries en acajou, lustres en cristal, une table dressée pour 12 convives, et déjà installées, quelques-unes des personnes les plus intimidantes que Cindy ait jamais rencontrées. Des hommes en costumes coûteux, aux yeux morts, des femmes ruisselantes de bijoux aux sourires qui n'atteignaient pas leur visage. Et en bout de table, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et au visage taillé dans la pierre. « Moretti, » dit l'homme à leur entrée. « Charmant de vous joindre à votre propre dîner, Salvatore. » La voix de Roméo était amène, mais Cindy sentit la tension dans son bras. « Merci d'être venu, tout le monde. Voici Cindy. Cindy, voici Salvatore Calibrassi et ses associés. » Calibrassi, le nom de l'homme ensanglanté la semaine dernière. Le sourire de Cindy semblait peint alors que Roméo tirait sa chaise. Elle s'assit, hyper consciente des regards qui l'évaluaient, calculant sa valeur, sa raison d'être. « Une petite amie, Roméo. » Le sourire de Salvatore était aigu. « Comme un homme est domestique. » « Un homme a besoin d'équilibre, » répliqua Roméo en douceur, prenant place à côté de Cindy. Sa main trouva la sienne sous la table, la serra une fois. Avertissement ou réassurance, elle ne pouvait le dire. Le dîner commença, plat après plat de mets exquis que Cindy pouvait à peine goûter. La conversation coulait autour d'elle, des discussions sur les territoires, sur les arrangements commerciaux, sur la compréhension mutuelle. Chaque mot semblait codé, dangereux.
Les yeux de Salvatore ne cessèrent de se poser sur Cindy. « Dites-moi, ma chère, comment avez-vous rencontré notre Roméo ?» Cindy sentit Roméo se raidir à côté d'elle. Elle prit une gorgée de vin pour le courage. « J'ai utilisé sa voiture comme miroir pour ajuster mon soutien-gorge, dit-elle. C'était très romantique. » Le silence s'abattit sur la table. Puis Salvatore rit. Il rit réellement. Un son tonitruant qui fit que tous les autres se détendirent légèrement. Une femme honnête, comme c'est rafraîchissant. Il leva son verre. Dans notre monde, Roméo, l'honnêteté est plus rare que la loyauté. Vous avez trouvé un trésor. La main de Roméo se resserra sur la sienne. Oui, c'est le cas. Mais de l'autre côté de la table, un homme plus jeune, d'une trentaine d'années, beau d'une manière cruelle, se pencha en avant avec un sourire prédateur. « Pardonnez-moi, dit-il, son accent prononcé. Je suis Enzo, le neveu de Salvatore, et je dois dire, Roméo, vous avez un goût exquis. » Ses yeux parcoururent Cindy d'une manière qui lui donna la chair de poule. Peut-être trop exquis pour qu'un seul homme l'apprécie seul. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « Attention, Enzo. » La voix de Roméo était de la soie sur de l'acier. « Vous admirez quelque chose qui ne vous appartient pas. J'apprécie simplement la beauté. » Enzo sourit plus largement. « Vous ne vous en faites sûrement pas à partager la vue. À moins, il se pencha en arrière, à moins qu'il y ait plus ici qu'un simple joli visage au dîner. À moins que celle-ci ne compte réellement. » C'était un test. Cindy le réalisa avec une clarté cristalline. Il voulait détester la faiblesse de Roméo. Et elle en était la preuve. Enzo se leva et contourna la table vers Cindy. « Peut-être la demoiselle voudrait-elle danser? Il y a de la musique, après tout. » Il lui tendit la main, à moins que Roméo n'y voie un inconvénient. Tous les regards se tournèrent vers Roméo. S'y opposer montrerait une faiblesse, montrerait que Cindy était plus qu'un simple rendez-vous, mais l'y autoriser. Cindy se leva avant que Roméo ne puisse répondre. « J'adorerais, dit-elle avec un sourire éclatant. Je n'ai pas dansé depuis une éternité. » La mâchoire de Roméo se serra, mais il hocha légèrement la tête. Enzo l'amena à l'espace dégagé où une musique douce jouait. Sa main se posa sur sa taille, l'attirant plus près qu'il ne convenait. Son autre main serra la sienne trop fort. « Vous êtes très courageuse, » murmura-t-il à son oreille. « Ou très stupide. Lequel des deux, Bella ?»« Probablement les deux, » répondit Cindy, son sourire figé. « J'ai tendance à faire des choix de vie discutables. Comme Roméo Moretti ?» Sa main glissa plus bas sur son dos. « Savez-vous quel genre d'homme il est vraiment, ce qu'il a fait, le sang sur ses mains qui tenaient les vôtres? J'en sais assez. Vraiment ?» Il la fit tournoyer, la ramenant contre sa poitrine. « C'est un tueur, Cara, un beau monstre. Et les monstres n'aiment pas, ils consument. » Par-dessus l'épaule d'Enzo, Cindy apercevait Roméo. Il restait immobile, mais ses phalanges étaient blanches autour de son verre de vin. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Et à cet instant, elle le vit. La rage à peine contenue, la possessivité, la peur. Il se souciait d'elle. Ce n'était pas seulement une question d'affaires ou d'apparence. C'était réel. « Vous avez tort, » dit doucement Cindy à Enzo, « à propos des monstres. Parfois, ce ne sont que des hommes qui essaient de protéger ce qui compte. » Enzo rit. « Quelle loyauté! Voyons combien de temps cela durera quand... » Assez. La voix de Roméo transperça la musique. Il était debout maintenant, la main tendue vers Cindy. « La danse est finie. » Ce n'était pas une demande. Enzo sourit mais la relâcha. « Bien sûr, je ne voudrais pas dépasser les bornes. » Cindy se dirigea vers Roméo. Sa main attrapa la sienne, la tira près de lui, trop près pour la bienséance. Son autre main passa à sa taille, l'ancrant à lui alors qu'il commençait à bouger au rythme de la musique. « Est-ce qu'il vous a touché ?» La voix de Roméo était une fureur à peine contenue. « Rien que je n'aurais pu gérer, Cindy. » Ses yeux brûlaient les siens. « Est-ce qu'il vous a touché ?»« Il vous testait, nous testait, j'ai géré. » La main de Roméo se resserra sur sa taille. « S'il vous avait fait du mal. » Mais il ne l'a pas fait. Elle leva les yeux vers lui, vit la violence à peine contenue dans son expression. « Roméo, je vais bien. Vous ne devriez pas être ici. C'était une erreur. Je n'aurais pas dû. » Il s'arrêta, sa mâchoire contractée. « Je n'aurais pas dû quoi? Je n'aurais pas dû vous laisser approcher de ça. De moi. » Sa voix baissa jusqu'à un murmure. « Vous n'êtes pas en sécurité avec moi, Cindy. Vous ne le serez jamais avec moi. » Peut-être que je ne veux pas être en sécurité. Ses yeux s'assombrirent. « Ne dites pas ça. »« Pourquoi pas? C'est la vérité. » Elle s'approcha, leur corps presque collés. « Vous croyez que je ne vois pas ce que c'est? Vous croyez que je ne comprends pas? Vous ne comprenez pas.
Je comprends assez. Son cœur battait fort. Je comprends que vous êtes dangereux, que ce monde dans lequel vous vivez pourrait m'engloutir, mais je comprends aussi que lorsque vous me regardez, c'est la première fois que je me suis senti vu, vraiment vu. Le contrôle de Roméo se fissura. Sa main encadra son visage, son pouce effleurant son pommette. « Cindy, je… » Un coup de feu brisa l'instant. La musique s'arrêta. Tout le monde se figea. Salvatore se tenait debout, un pistolet fumant à la main, pointé vers le plafond. « Pardonnez l'interruption, » dit-il calmement, « mais je crois que nous avons eu assez de divertissement pour la soirée. Roméo, allons-nous discuter affaires ?» La main de Roméo quitta le visage de Cindy, mais il ne s'éloigna pas. « Évidemment, ta femme doit partir. Cette conversation n'est pas destinée à des oreilles délicates. Qu'elle reste. » La voix de Roméo était catégorique. « Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle. » Les yeux de Salvatore se plissèrent. « C'est imprudent. C'est mon choix. » La tension crépita dans la pièce comme l'électricité avant l'orage. Finalement, Salvatore esquissa un sourire. « Très bien, qu'elle entende comment son homme mène ses affaires, qu'elle voie le monstre qu'elle est si prompte à défendre. » La main de Roméo retrouva celle de Cindy. « Assieds-toi, » murmura-t-il. « Quoi que tu entendes, quoi que tu vois, ne réagis pas. Peux-tu le faire ?» Cindy hocha la tête, n'osant pas parler. Ils s'assirent. Les hommes de Salvatore sortirent des mallettes, des feuilles de calcul, des cartes de Chicago divisées en territoires, comme un champ de bataille. Et Cindy écouta, tandis qu'ils discutaient de choses qui lui glaçaient le sang, raquettes de protection, blanchiment d'argent, livraison de marchandises qui, elle en était sûre, n'avaient ni rien à voir avec des fournitures de restaurant. Roméo négociait avec une froide précision, ne cédant rien, prenant tout, sa main ne quittant jamais la sienne sous la table. C'était son univers. Cette obscurité, cette violence à peine contenue dans des costumes coûteux et un langage poli. Le plus terrifiant, elle ne s'enfuyait pas. À minuit, la réunion se termina. Salvatore se leva, rajusta sa veste. « Nous avons un accord, alors, Roméo. La famille Calabresi respectera vos territoires et vous reconsidérerez votre position sur les entrepôts portuaires. »« Je vais y réfléchir, » répondit Roméo, ce qui, Cindy l'apprenait, signifiait absolument pas. « Bien. » Les yeux de Salvatore s'attardèrent une dernière fois sur Cindy. « Gardez votre femme près de vous, Moretti. Dans notre monde, ce que nous aimons devient notre faiblesse ou notre force. » Salvatore ricana. « Nous verrons bientôt de laquelle elle est. » Ils partirent tous, et soudain, la pièce fut vide, à l'exception de Roméo et Cindy, et des restes du dîner. Roméo relâcha sa main, se leva, se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules étaient raides, ses mains serrées. « Tu devrais y aller, » dit-il sans se retourner. « Maria te ramènera. »« Roméo, s'il te plaît. » Sa voix se brisa légèrement. « Va-t'en. » Cindy se leva, s'approcha de lui, posa sa main sur son dos, le sentit tressaillir. « Je ne vais nulle part, » dit-elle doucement. Il se tourna, et l'angoisse dans ses yeux faillit la briser. « Tu as tout entendu, tout vu. J'ai vu que tu protégeais ton territoire, tes hommes, ton monde. Mon monde est ténèbres, Cindy. Violence, sang. » Il lui saisit les épaules. Non pas brutalement, mais avec désespoir. « J'ai tué plus d'hommes que je ne peux compter. J'ai fait des choses qui te feraient hurler si tu connaissais les détails. »« Alors dis-moi quoi, dis-moi. » Elle soutint son regard fixement. « Dis-moi tout. Tout, parce que j'en ai assez des bribes et des allusions. Si je suis là-dedans, si je suis à toi comme tu continues de le dire, alors je mérite la vérité. » Roméo la fixa un long instant, puis il la relâcha, se dirigea vers son bureau, sortit une bouteille de whisky et 2 verres. « Assieds-toi, » dit-il, « parce qu'une fois que je commence à parler, il n'y a plus de retour en arrière. » Cindy s'assit, et Roméo lui raconta tout. Son père, qui avait bâti l'empire Moretti sur le sang et la loyauté. Sa mère, morte quand il avait 12 ans, un message d'une famille rivale livré par des balles. Comment il avait pris la relève à 23 ans, lorsque son père avait eu une crise cardiaque. Comment il avait consolidé le pouvoir, éliminé les menaces, construit quelque chose de plus fort. Comment il avait essayé de se légitimer, mais l'attrait des anciennes méthodes était trop fort. Comment il avait tué son premier homme à 17 ans et n'avait pas bien dormi depuis. Comment chaque décision était calculée, chaque relation transactionnelle, chaque instant un coup d'échec, jusqu'à elle. « Toi, » dit-il, sa voix rauque, « tu es la première chose en disant qu'il n'était pas une stratégie. Tu as utilisé ma voiture comme miroir et tu avais des épinards entre les dents. Et tu étais si vraie, si humaine, si différente de tout dans mon monde. » Les yeux de Cindy brûlaient de larmes non versées. « Roméo, et maintenant,
Je t'ai entraîné là-dedans, dans le danger, dans... Il s'arrêta, détourna le regard. Je devrais te laisser partir. Je devrais te payer, te renvoyer, te garder en sécurité. Mais tu ne le feras pas. Non. Il croisa son regard de nouveau. Parce que je suis égoïste, parce que je te veux près de moi, parce que quand je te regarde, je me souviens de ce que ça fait d'être autre chose qu'un monstre. Cindy se leva, s'approcha de lui, entoura son visage de ses mains. Alors sois égoïste, murmura-t-elle. Garde-moi près de toi, laisse-moi décider de ce que je peux gérer. Cindy. Elle l'embrassa, coupant court à ses protestations, à ses avertissements, à ses peurs avec ses lèvres sur les siennes. Pendant un battement de cœur, il se figea. Puis, il la serra contre lui avec un désespoir qui lui coupa le souffle. Ses mains s'entremêlèrent dans ses cheveux. Sa bouche bougea sur la sienne comme un homme qui se noie, et elle était l'air. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Roméo pressa son front contre le sien. « Tu es à moi maintenant, » souffla-t-il. « Tu comprends ça? Dans mon monde, ça signifie quelque chose. Ça signifie que je te protège. Ça signifie que quiconque te touche me le paiera. Ça signifie que je suis à toi, » acheva Cindy. « Et tu es à moi. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. « Oui. Alors arrête d'essayer de me repousser. Je n'arrêterai jamais d'essayer de te garder en sécurité. C'est différent. » Elle sourit. « Avec ça, je peux vivre. » Il l'embrassa de nouveau, plus tendrement cette fois. Une promesse au lieu du désespoir. Quand ils quittèrent le restaurant à 2 heures du matin, la main de Roméo serrant fermement la sienne, Cindy savait que tout avait changé. Elle avait vu l'obscurité, entendu la vérité, compris le danger, et elle avait choisi de rester malgré tout. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Enzo Calibrasi était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, les observant partir ensemble. « Alors, dit-il à son téléphone, Roméo Moretti a finalement trouvé une faiblesse. » À l'autre bout, son oncle Salvatore rit. « Alors nous savons exactement comment le briser. » Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de moments volés et de normalités dangereuses. Cindy travaillait ses quarts de travail chez Romanos, et Roméo trouvait des excuses pour être près d'elle, vérifiant les tables, discutant des sélections de vins, sa main effleurant la sienne lorsqu'il passait. Il ne se cachait d'où plus. Le personnel le savait. Les clients réguliers le soupçonnaient. Et dans l'univers de Roméo, la nouvelle circulait vite. « Tu le rends mou », lui dit Marco un soir, son ton entre l'avertissement et l'approbation. En 10 ans, je ne l'ai jamais vu sourire comme il le fait quand tu entres. « Est-ce grave ?» L'expression de Marco s'assombrit. Dans notre monde, oui, la douceur te tue. Mais Roméo ne semblait pas s'en soucier. Il l'emmena dans son penthouse surplombant le lac, avec des baies vitrées et un vide coûteux, qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. « Je ne vis pas vraiment ici, » avoua-t-il en servant du vin. « J'existe ici. Il y a une différence. » Cindy explora, touchant les dos de livres non lus, les comptoirs de marbre froid. « C'est beau, mais solitaire. C'est une description exacte de la majeure partie de ma vie. » Il s'approcha d'elle par derrière, l'enlaça par la taille. « Jusqu'à toi ?» Elle se tourna dans son étreinte. « Roméo, je dois te demander quelque chose. La famille Calibrisi, Enzo, ce dîner, que se passe-t-il vraiment ?» Sa mâchoire se serra. « Des disputes de territoire. Salvatore veut le contrôle des entrepôts portuaires. Ils valent des millions en accès d'expédition. Et tu ne les céderas pas. Je ne peux pas. Ces entrepôts sont la manière dont je passe à des affaires légitimes. Importation légale. Commerce réel. Si je les donne à Salvatore, je retourne à l'argent sale uniquement. Tu essaies de te ranger? J'essaie de construire quelque chose qui ne nécessite pas de violence pour être maintenu. » Son pouce traça son pommette. « Quelque chose que je n'aurais pas honte de laisser un jour. » « Pour qui? Pour toi. » Les mots furent à peine un murmure. « Pour nous. » S'il peut y avoir un nous, le cœur de Cindy se serra. Il y a déjà un nous. Il l'embrassa, un baiser profond et possessif, la soulevant sur le comptoir. Ses mains glissèrent le long de ses cuisses et elle haleta contre sa bouche. Son téléphone sonna. Roméo recula en jurant, vérifia l'écran. Son expression devint froide. « Je dois prendre ça. » Il se dirigea vers la fenêtre, parla en italien rapide. Cindy ne saisit que des fragments. « Entrepôt ce soir, gère ça. » Quand il raccrocha, l'homme tendre avait disparu, le chef était de retour. « Je dois y aller, il y a une situation. » Quel genre de situation? Le genre dont tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il attrapa sa veste. Reste ici, je serai de retour dans quelques heures. Roméo, s'il te plaît. Cindy, fais-moi simplement confiance. Il partit.
Cindy attendit 1 heure, puis 2. Puis, elle fit quelque chose de stupide. Elle appela Marco. « Où est-il » demanda-t-elle. Silence. Puis, « Tu ne veux pas savoir ? Dis-moi quand même. Entrepôt portuaire. » Mais Cindy, ne. Elle raccrocha, attrapa sa veste et appela un Uber. Le quartier des entrepôts était exactement aussi dangereux qu'il apparaissait dans les films. Sombre, abandonné, le genre d'endroit où de mauvaises choses se passaient et personne ne posait de questions. Cindy trouva l'adresse que Marco lui avait donnée à contre-cœur. Des VUS noirs étaient égarés à l'extérieur. Des hommes en vêtements sombres montèrent la garde. Elle aurait dû faire demi-tour. Aurait dû. Une main lui couvrit la bouche. Elle essaya de crier, mais une autre main lui immobilisa les bras. « Eh bien, le voix d'Enzo ronronna à son oreille. La petite chérie de Roméo, toute seule, quelle imprudence de sa part. La terreur la transperça. Elle mordit fort sa main. Enzo jura, relâcha sa bouche, mais maintient ses bras bloqués. Fougueuse, j'aime ça. Lâche-moi. Je ne crois pas. Il la traîna vers une voiture noire. Tu vas m'aider à donner une leçon à Roméo sur le respect de la famille Calabresi. À l'intérieur de l'entrepôt, Roméo faisait face à 5 des hommes de Salvatore. La situation était tendue mais contrôlée. Une négociation sur les horaires d'expédition, rien de plus. Puis son téléphone vibra. Une photo. Cindy. La main d'Enzo dans ses cheveux. Un pistolet sur sa tempe. Le message. Les entrepôts où son cerveau ornera ma voiture. Tu as 1 heure. Tout l'intérieur de Roméo devint froid, puis brûlant, puis passa dans un espace au-delà de la rage. « Nous avons fini ici », dit-il aux hommes de Salvatore, sa voix mortellement calme. « Mais nous n'avons pas. J'ai dit « nous avons fini ». Il appela Marco. « Réunis tout le monde, chaque soldat que nous avons, et trouve Vincent. Dis-lui que c'est la guerre. » En 30 minutes, Roméo avait assemblé 15 hommes armés. Ils retracèrent la localisation d'Enzo grâce à des contacts, des pots de vin et des menaces. Une usine abandonnée à Englewood. Roméo conduisait comme si le diable lui-même le poursuivait. Son esprit bloqué sur une seule image. Le visage terrifié de Cindy. Il lui avait promis protection, juré qu'elle serait en sécurité. Et il avait failli. Dans l'usine désaffectée, Enzo avait ligoté Cindy à une chaise, au centre d'une pièce vide. Il tournait autour d'elle lentement, savourant sa terreur. « Roméo viendra te chercher, » dit-il. « Et quand il le fera, nous le tuerons. Tu serviras d'appât, éliminer la concurrence, prendre ses territoires, c'est simple. »« Il te tuera le premier, » répliqua Cindy, s'efforçant de maintenir une voix ferme. « Quelle foi » ricana Enzo. « Testons-la » Il appuya son arme sur son épaule. Pas pour tuer, juste pour blesser, et tira. Le cri de Cindy résonna à travers l'usine. Le sang macula sa chemise. Une douleur fulgurante la submergea. « Ça fait 1, » dit Enzo calmement. « Toutes les 10 minutes, une autre balle. Finalement, Roméo arrivera pour te trouver morte. Ou il abandonnera, et tu mourras de toute façon. » À cet instant précis, la porte vola en éclats. Roméo se tenait sur le seuil, son arme levée, le regard éteint. « Éloigne-toi d'elle, » dit-il, sa voix dénuée de toute humanité. « Ou je peins ces murs avec ton crâne. » Enzo sourit, pressa son arme sur la tempe de Cindy. « Lâche ton arme, ou... » Roméo tira. La balle toucha Enzo à l'épaule, le faisant basculer loin de Cindy. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Roméo traversa la pièce, son arme pressée sous le menton d'Enzo. « Tu as touché ce qui m'appartient, » dit Roméo doucement. « Tu lui as fait du mal, c'est une condamnation à mort. Tue-moi et Salvatore le fera, je m'en fiche. » Le doigt de Roméo se resserra sur la gâchette. « Tu lui as fait du mal, Roméo. » La voix de Cindy, faible mais distincte, s'éleva. « Ne deviens pas un monstre de plus pour moi. » Il la regarda, ensanglantée, tremblante, les larmes coulant, et quelque chose se brisa dans sa poitrine. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « j'ai besoin de toi, pas du monstre. Toi. » La main de Roméo trembla, puis il baissa son arme. « Dégage, » dit-il à Enzo. « Dis à ton oncle que c'est terminé. Les entrepôts restent miens, et si quelqu'un, n'importe qui, la touche encore, je réduirai la famille Calabresi en cendres, et je couvrirai de sel la terre où vous vous êtes tenus. » Enzo s'éloigna en trébuchant, serrant son épaule. Roméo tomba à genoux auprès de Cindy, coupant ses liens d'une main tremblante. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. »« Tu devrais te taire et m'emmener à l'hôpital, » parvint à dire Cindy entre ses dents. Il la porta jusqu'à sa voiture, puis conduisit à toute vitesse, comme si l'enfer lui-même était à leur trousse, appelant son médecin personnel,
un homme qui ne posait jamais de questions et ne gardait aucune trace. Dans le penthouse de Roméo, le médecin retira la balle, recousit la plaie. Elle a de la chance. Elle a évité tous les organes vitaux. Elle va guérir. Quand ils furent seuls, Roméo s'assit près du lit, tenant la main de Cindy comme si elle pouvait s'évanouir. « J'ai failli te perdre, » dit-il d'une voix rauque. « Mais tu ne l'as pas fait, parce que tu étais fort, parce que tu... » Sa voix se brisa. « Cindy, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas te mettre en danger, je ne peux pas. Roméo Moretti, si tu essaies de me repousser maintenant, je te tirerai dessus avec ta propre arme. » Il laissa échapper un rire brisé. « Tu as été blessé à cause de moi, et tu m'as sauvé, c'est ce qui compte. » Elle lui serra la main. « Je ne vais nulle part. Nous sommes ensemble maintenant, même après cette nuit, surtout après cette nuit. » Elle le tira plus près. « Parce que ce soir, je t'ai vu me choisir plutôt que la vengeance, choisir l'humanité plutôt que le monstre. Cela a son importance. » Roméo embrassa son front, ses joues, ses lèvres. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Dieu me pardonne, je t'aime. »« Je t'aime aussi, » souffla Cindy, « mon magnifique monstre. » Dehors, Marco montait la garde. À l'intérieur, Vincent coordonnait leur riposte contre la famille Calabrasi. Et dans un hôpital de l'autre côté de la ville, Enzo passa un coup de fil. « Elle est sa faiblesse, mon oncle. Exploite-la bien, et Roméo Moretti nous donnera tout. » Salvatore sourit. « Oh, j'en ai bien l'intention. » Cindy se rétablit lentement. La blessure par balle guérit, laissant une cicatrice qu'elle traçait du bout du doigt dans les miroirs. Un rappel permanent du prix à payer pour aimer Roméo Moretti. Roméo ne la quitta pas d'une semelle. Il la fit emménager dans son penthouse, engagea des gardes, installa des systèmes de sécurité. La cage était dorée, mais c'était toujours une cage. « J'ai besoin de travailler », lui dit-elle après une semaine. « Pas encore. Roméo, je deviens folle ici. Tu as failli mourir. » Et rester assise dans cet appartement ne changera rien à cela. Elle se leva, grimaçant légèrement. « J'ai besoin de normalité. J'ai besoin de retrouver ma vie. » Sa mâchoire se serra. « Ta vie a failli te coûter la tienne. Non, ta vie a failli me coûter la mienne. Il y a une différence. » Les mots frappèrent c'est comme une gifle. Le visage de Roméo devint d'une neutralité étudiée. Le masque qu'il arborait lorsque la souffrance était trop intense pour être révélée. « Tu as raison, » dit-il doucement. « C'est pourquoi, peut-être que nous devrions ne pas... » Cindy s'approcha de lui. « N'ose même pas finir cette phrase. Nous ne mettrons pas fin à cela parce que c'est difficile. » « Ce n'est pas difficile, Cindy. C'est impossible. » Il fit un geste englobant leur environnement. « C'est mon monde. Violence, danger, des ennemis qui utiliseront n'importe qui que j'aime comme une arme contre moi. Alors, apprends-moi à me protéger. Fais de moi une cible moins facile. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, change la façon dont ça marche. » Sa voix monta. « Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux devenir légitime. Alors fais-le. Quitte les affaires familiales. » Roméo rit amèrement. « On ne quitte pas la mafia comme ça, Cindy. Il n'y a pas d'entretien de départ, pas de préavis de 2 semaines. On y est jusqu'à ce qu'on meure ou que tous ceux qui vous connaissent passent moi mort. Alors nous nous en sortirons ensemble. Je ne peux pas te demander de... » On frappa, les interrompant. Marco entra, l'expression grave. « Nous avons un problème. Salvatore a exigé une rencontre demain soir. Il exige ta présence. » « Que veut-il ? » ?»« Discuter des termes de la paix. » Le ton de Marco suggérait qu'il n'y croyait pas une seconde. Les yeux de Roméo se plissèrent. « C'est un piège, probablement. Mais si tu n'y vas pas, c'est une insulte. Cela signifie la guerre. » Après le départ de Marco, Roméo arpentait la pièce comme un animal en cage. « Il va exiger les entrepôts, ou pire. » « Qu'est-ce qui est pire ?» Roméo la regarda et Cindy lut la réponse dans ses yeux. « Moi, » murmura-t-elle, « il va exiger que tu me livres. Je ne le ferai jamais. Tu devras peut-être. » Sa voix trembla. « Si cela signifie protéger ta famille, tes gens, tu devras peut-être choisir. Il n'y a pas de choix. Je te choisis. Toujours toi. » Même si des gens meurent, le silence de Roméo fut une réponse suffisante. La nuit suivante, Cindy insista pour l'accompagner à la rencontre, dans un lieu neutre, un club privé du centre-ville. Roméo était accompagné de Marco et Vincent. Salvatore et lui étaient avec Enzo, fraîchement pansé, et six autres hommes. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une longue table. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. « Roméo, » commença Salvatore d'un ton agréable, « discutons de notre avenir, des entrepôts, je les veux, tu veux la paix, simple échange. » Non, le sourire de Salvatore ne vacilla pas.
Alors, permets-moi de proposer des conditions alternatives. Tu gardes tes entrepôts, je garde mon territoire, et tu mets fin à ta relation avec mademoiselle Matthews. Le sang de Cindy se glaça. L'expression de Roméo était de marbre. Explique-toi, c'est une distraction, une faiblesse. Elle te rend vulnérable, te rend négligent. Pour le bien de nos deux familles, pour la paix à Chicago, elle doit partir. Elle n'est pas négociable. Tout est négociable, Roméo. Salvatore se pencha en avant. Voici tes choix. Mets un terme à ton histoire avec la fille volontairement. Elle partira indemne avec assez d'argent pour refaire sa vie loin d'ici. Ou refuse, et je te l'enlèverai morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à aimer. Roméo se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Tu la menaces encore et... Et quoi? Tu vas déclencher une guerre que tu ne peux pas gagner. Me tuer et unir toutes les familles de Chicago contre toi. Détruire tout ce que ton père a construit. La voix de Salvatore se durcit. Je t'offre une solution pacifique. Prends-la. Non, Roméo. Enzo sourit cruellement. Sois raisonnable. Elle est jolie, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une serveuse. Tu peux en trouver une autre. Tu ne peux pas trouver un autre empire. Elle n'est pas seulement n'importe qui. La voix de Roméo aurait pu fendre un diamant. Elle est tout. Alors tu es un fou. Salvatore se leva. Tu as 48 heures. Mets fin à cela ou je la mets à mort. Ton choix. Ils partirent. Dans la voiture, après coup, Cindy et Roméo restèrent silencieux. Tu dois le faire, dit enfin Cindy. Quoi? Rompre, m'envoyer loin. Je ne te laisserai pas tout détruire pour moi. Cindy, je suis sérieux, Roméo. Je t'aime, mais je ne serai pas responsable de la mort de Jean, de l'effondrement de l'empire de ta famille. Rien de tout cela n'a d'importance sans toi. Elle lui prit le visage entre les mains. Si, ça en a. Tes gens dépendent de toi, l'héritage de ta famille. L'héritage de ma famille, c'est le sang et la violence. Tu es la première bonne chose que j'ai eue depuis 10 ans. Je n'y renoncerai pas. Tu n'auras peut-être pas le choix. Roméo la serra dans ses bras. Il la tenait comme si elle pouvait s'évanouir. Alors nous fuyons, quittons Chicago, recommençons quelque part, laissons tout ça derrière nous. Ils nous trouveront, tu l'as dit toi-même, on ne part pas comme ça. Alors je me battrai, je ferai la guerre s'il le faut, et des gens mourront, des gens meurent avec toujours dans mon monde, Cindy. Au moins cette fois, ce sera pour quelque chose qui compte. Elle se recula pour le regarder. Tu es vraiment sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux. Il l'embrassa désespérément. Je t'aime, je ne te lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Cindy sentit des larmes couler sur ses joues. Ensemble. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Salvatore n'avait aucune intention d'attendre 48 heures et qu'Enzo avait déjà mis en marche la phase suivante. Le test de grossesse gisait sur le comptoir de la salle de bain de Roméo comme une bombe. Deux lignes roses. Cindy le fixa, son monde chavirant. Enceinte de l'enfant de Roméo Moretti, au milieu d'une guerre de mafia. Timing parfait, l'univers, murmura-t-elle. Juste parfait. Elle se sentait bizarre depuis des semaines, nauséeuse, épuisée, émotive. Elle avait mis ça sur le compte du stress, de la blessure par balle, de la peur, mais ses règles avaient né trois semaines de retard. Et finalement, elle avait acheté un test. Maintenant, elle devait le dire à Roméo, qui était en bas, en réunion pour fortifier leur défense contre la famille Calabrasi. Elle descendit et trouva le penthouse de Roméo rempli d'hommes. Marco, Vincent, des soldats qu'elle ne connaissait pas. Des cartes de Chicago étalées sur les tables, des armes en cours de nettoyage, la machinerie de guerre. Roméo leva les yeux quand elle entra, son expression s'adoucissant brièvement avant de reprendre son mode à faire. « Nous devons parler », dit Cindy, d'une voix qui réclamait l'intimité. Quelque chose dans son ton fit que Roméo s'excusa immédiatement. Ils allèrent dans sa chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, instantanément alerte. Cindy lui tendit le test. Roméo le fixa, puis elle, puis de nouveau le test. « Tu es enceinte ?»« Oui. » Il s'assit lourdement sur le lit, le test serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. « Depuis combien de temps ? Soit 6 semaines, peut-être, mais l'incertitude régnait. Un silence pesant s'installa. Le visage de Roméo demeurait impénétrable. Cindy sentit la panique monter. « Dis quelque chose, s'il te plaît. »« Je vais être père. » Sa voix n'était qu'un souffle, puis, avec une sorte d'émerveillement, elle s'éleva. « Je vais être père, Roméo. Le moment est. » Il se leva, la prit dans ses bras. « C'est terrible, c'est parfait, c'est. » Il éclata de rire,
un son mêlant joie et terreur. « Cindy, nous allons avoir un bébé au milieu d'une guerre. Alors nous mettrons fin à la guerre. » Sa voix se durcit d'une détermination nouvelle. « Aujourd'hui, maintenant, quoi qu'il en coûte. » Comment? En donnant à Salvatore ce qu'il pense vouloir. Les yeux de Roméo brûlaient d'intensité. « Les entrepôts, il peut les avoir. Je les lui céderai. Je me retirerai. Je me concentrerai sur des entreprises légitimes. Je construirai quelque chose de sûr pour notre enfant. Il veut aussi que je parte. C'est la seule chose qu'il n'aura jamais. » La main de Roméo se posa sur son ventre, encore plat. « Tu portes mon enfant. Cela te rend intouchable. Dans notre monde, la famille est tout. Même Salvatore ne peut pas. » Une explosion secoua le bâtiment. Des éclats de verre volèrent. L'alarme retentit. Des cris éclatèrent depuis l'étage inférieur. Roméo poussa Cindy derrière lui, sortant son arme. « Reste ici. Verrouille la porte. Ne l'ouvre à personne d'autre qu'à moi. »« Roméo !» Il l'embrassa violemment. « Je t'aime, vous deux. Je reviendrai. » Il disparut. Cindy verrouilla la porte, les mains tremblantes. D'autres explosions, des coups de feu. Les bruits de la guerre s'invitaient dans la demeure de Roméo. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro de Marco. « Que se passe-t-il ?»« La famille Calabresi, ils nous attaquent. Plusieurs sites, le restaurant, les entrepôts ici, c'est la guerre totale. Où Roméo se bat-il ? Cindy, reste cachée. Ils arrivent. » La communication fut coupée. Le cœur de Cindy battait à tout rompre. Elle posa sa main sur son ventre. « Tout va bien, » murmura-t-elle à la petite vie en elle. « Ton papa nous protégera. » La porte de la chambre explosa. Enzo se tenait dans l'embrasure, son arme levée, un sourire aux lèvres. « Bonjour encore, Bella. » En bas, Roméo se battait comme un déchaîné. Il avait déjà abattu 3 des hommes de Salvatore, sa chemise blanche maculée de rouge. Marco se battait à ses côtés. Vincent coordonnait leur défense, mais ils étaient en infériorité numérique. « Nous devons battre en retraite !» cria Vincent. « Cindy est à l'étage. Nous l'aurons, mais nous devons. » Le téléphone de Roméo vibra. Un message vidéo d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit. Enzo tenait Cindy à genoux, un pistolet sur sa tempe. « Viens seul à l'ancienne usine d'emballage de viande sur Olstad. Tu as 30 minutes ou je la tue, elle et le bébé. » « Oui, Roméo, nous savons pour le bébé. La surveillance est merveilleuse, n'est-ce pas ?» Le sang de Roméo se figea. Il savait qu'ils utiliseraient son enfant à naître comme arme. « J'y vais, » dit-il à Marco. « C'est un piège. »« Je m'en fiche. » Les yeux de Roméo étaient vides. « Ils ont Cindy. Ils ont mon enfant. J'y vais. »« Alors, nous venons avec toi. »« Non, j'ai besoin de vous, ici, pour fortifier nos positions, protéger nos gens. C'est entre Salvatore et moi. » Roméo conduisit seul à travers les rues sombres de Chicago. Son esprit était une tempête de rage, de peur et de détermination. Il avait bâti son empire sur la violence. Peut-être était-il juste qu'il se termine de la même manière. Mais Cindy vivrait. Le bébé vivrait. Quoi qu'il en coûte. L'usine d'emballage de viande était exactement aussi abandonnée et terrifiante que prévu. Roméo entra, son arme à la main, tous ses sens en alerte maximale. Salvatore l'attendait au centre du vaste espace. Enzo, à ses côtés, son arme pressée contre la tempe de Cindy. Elle était ensanglantée, contusionnée, mais vivante. Ses yeux rencontrèrent mais ceux de Roméo, non pas de la peur, mais de la fureur. « Pile à l'heure, » dit Salvatore. « Lâche ton arme. » Roméo l'exécuta. « Éloigne-la du pied. » Il s'exécuta. « Bien, maintenant, parlons des termes de ta reddition. Laisse-la partir, c'est entre nous. »« Oh, Roméo, elle est exactement le point. » Salvatore sourit. « Tu vois, je ne veux pas vraiment tes entrepôts. Je veux ta soumission complète, ta famille absorbée dans la mienne, toi travaillant pour moi. Jamais. Alors elle meurt, le bébé meurt, et je traquerai systématiquement tous ceux qui t'ont cherché jusqu'à ce que tu sois seul et brisé. » La voix de Salvatore était agréable, conversationnelle. « Ou tu t'agenouilles, prête allégeance, donne-moi tout, et je la laisserai vivre. » Roméo regarda Cindy. Elle secouait la tête, les larmes coulant. « Ne le fais pas, » mimait-elle. Mais Roméo avait déjà fait son choix. Il tomba sur un genou. « Je me soumets. La famille Moretti est à toi. Laisse-la simplement partir. » Salvatore rit. « Comme c'est touchant. » C'est alors que Cindy bougea. Elle avait desserré ses liens pendant qu'il parlait. Maintenant, elle se tordit, attrapa la main d'Enzo tenant l'arme et mordit fort. Il hurla. L'arme tira de manière incontrôlée. Roméo bondit. Le chaos éclata. Salvatore sortit son arme, mais Roméo fut plus rapide, le plaquant. Ils se débattirent. Un coup de feu retentit. Du sang gicla.
D'autres coups de feu proviennent de l'entrée. Marco et Vincent, ignorant les ordres, arrivaient. Dans la confusion, Cindy attrapa l'arme lâchée d'Enzo, la pointa sur lui alors qu'il avançait vers elle. « Tu m'as tiré dessus une fois, » dit-elle, sa voix tremblante. Pas une autre fois. Elle tira. Enzo s'effondra. Quand la fumée se dissipa, Salvatore gisait sans vie. Roméo se tenait au-dessus de lui, couvert de sang, respirant difficilement. C'était terminé. Un mois plus tard, Cindy se tenait dans le bureau de Roméo, aux commandes de Romanos. Le restaurant était fermé pour rénovation après l'attaque. Roméo signait des papiers, transférant ses opérations illégales à des associés de confiance, vendant des actifs criminels, construisant des entreprises légitimes. « C'est fait, » dit-il, posant le stylo. « Je suis dehors, vraiment dehors. Plus de mafia, plus de violence, juste des restaurants, de l'immobilier, du commerce légal. Est-ce que ça peut être aussi simple? Non, il y aura des défis, des gens qui me testeront, qui essaieront de me ramener. Mais j'ai une motivation maintenant. » Il l'attira près de lui, sa main sur son ventre qui s'arrondissait. « Ceci, vous deux, ça vaut plus que n'importe quel empire. » Cindy l'embrassa. « Je suis fier de toi. Je suis terrifié. » Il rit nerveusement. « Je n'ai aucune idée de comment être un père, comment être normal. »« Nous trouverons ensemble, » assura-t-elle. « Ensemble, » acquiesça Roméo. « Toujours ensemble. » Dehors, Marco alluma une cigarette, les observant à travers la fenêtre. Vincent le rejoignit. « Tu crois qu'il va y arriver ?» demanda Vincent, parlant d'une vie rangée. « Si quelqu'un le peut, » répondit Marco, « c'est Roméo. L'amour l'a changé, l'a rendu humain à nouveau. Espérons que ce soit suffisant. » À l'intérieur, Roméo et Cindy planifiaient un futur commun. Un mariage, une chambre d'enfant, une existence construite sur l'espoir plutôt que la peur. Le monstre apprenait à devenir un homme. Et pour la première fois de sa vie violente, Roméo Moretti était heureux. Trois mois s'étaient écoulés depuis la fin de la guerre. Le ventre de Cindy était désormais inéquitablement rond, et Roméo, lui, s'était transformé d'un chef mafieux, redouté en un futur père d'une intensité presque comique. « Tu as besoin de te reposer », répétait-il pour la 1000e fois, ajustant les oreillers derrière elle. « Roméo, je suis enceinte, pas mourante. Le docteur a dit que j'étais en pleine forme. Arrête de me couver. » Mais elle sourit, prenant sa main et la plaçant sur son ventre. « Sentez-vous ça ?» Un coup de pied, fort et déterminé. Le visage de Roméo se transfigura d'émerveillement. « Elle est fougueuse comme sa mère, » rit Cindy. « Ou peut-être comme son père quand quelqu'un menace son territoire. »« Notre fille n'aura jamais à se soucier de territoire ou de guerre, » affirma-t-il d'une voix résolue. « Je lui construis un monde différent. » Et il le faisait. Les entreprises légitimes prospéraient. Romanos s'était étendu à 3 emplacements. Les investissements immobiliers portaient leurs fruits. Roméo Moretti devenait respectable. Mais le passé avait une longue mémoire. Maria apparut dans l'embrasure de la porte de l'appartement terrasse, son expression inquiète. « Roméo, il y a quelqu'un qui veut te voir. Elle dit que c'est urgent. »« Qui » Isabella Vittorio. Le visage de Roméo pâlit. Cindy le remarqua immédiatement. « Qui est Isabella ?»« Mon ancienne fiancée, » dit Roméo doucement. « D'avant. » C'était arrangé par les familles. Une magnifique femme d'une trentaine d'années, 30 ans, entra. Vêtements de designer, yeux froids. Elle regarda Cindy avec un dégoût à peine voilé, puis Roméo. « Roméo, ça fait longtemps. »« Isabella, que veux-tu ? Te sauver de la plus grande erreur de ta vie ?» Elle désigna Cindy. « Cette serveuse enceinte, c'est pour ça que tu as sacrifié ton héritage ? Surveille ton langage, » avertit Roméo. « Les familles parlent, Roméo. Elles disent que tu es devenu mou, faible, que tu as laissé une inconnue te transformer en civil. » La voix d'Isabella ruisselait de venin. « Ton père aurait honte. Mon père serait mort de toute façon. J'ai choisi une voie différente. Tu as choisi la faiblesse. » Isabella se tourna vers Cindy. « Sais-tu ce qu'il était avant toi? Puissant, craint, respecté. Maintenant, il est une blague. Et quand ils viendront le chercher, et ils viendront, toi et ce bébé, seraient la raison pour laquelle il ne pourra pas se défendre. » Cindy se leva, malgré la main de Roméo, qui essayait de la retenir. Il n'a plus besoin de se défendre avec la violence. Il a construit quelque chose de réel, quelque chose qui ne le fera pas tuer. « Quelle naïveté !» rit Isabella. « Tu crois que la mafia laisse simplement les gens partir? Tu crois que les ennemis qu'il s'est fait oublient? Ils attendent, guettent, et quand ils frapperont... » « Suffit !» La voix de Roméo coupa comme une lame.
Pars, Isabella, maintenant. J'essaie de vous aider. Tu essaies de me manipuler. Ça ne marchera pas. Ma vie est ici maintenant, avec Cindy, avec notre fille. C'est définitif. Les yeux d'Isabella se durcirent. Tu regretteras cela quand ta jolie petite famille saignera parce que tu étais trop faible pour les protéger. Souviens-toi que je t'ai prévenu. Elle partit dans un tourbillon de parfums coûteux et de menaces amères. Les mains de Cindy tremblaient. Roméo, a-t-elle raison? Sommes-nous toujours en danger? Non, mais sa voix manquait de conviction. J'ai fait la paix avec les familles. Nous sommes protégés. Mais, soupira Roméo, il y a toujours des détails à régler, des gens qui ont des rancunes, des ennemis qui n'oublieront pas. Cette nuit-là, Cindy ne parvenait pas à dormir. Elle se tenait près de la fenêtre, observant les lumières de Chicago, sa main posée sur son ventre. Roméo la retrouva là. « Retourne au lit. J'ai peur, avoua-t-elle. Et si Isabella a raison, et si mon choix, celui de cette vie, te rendait vulnérable? Alors je serais vulnérable, dit-il doucement. Je préférerais être vulnérable et humain que invincible et seul. Il l'enlaça par derrière, ses mains couvrant les siennes sur son ventre. Je vous aime, vous deux. Cela vaut tous les risques, même la mort. Même la mort. Il l'embrassa dans le cou. Mais cela n'en arrivera pas là, ajouta-t-il fermement. Je le promets. 2 semaines plus tard, lors d'un examen médical de routine, l'expression du médecin devint grave. La position du bébé a changé, déclara-t-elle avec précaution. Et nous avons quelques inquiétudes concernant la tension artérielle de Cindy. Je souhaite suivre cela de près. Le moindre stress pourrait déclencher un accouchement prématuré. À quel point prématuré? Demanda Roméo. Elle est à 7 mois. C'est viable, mais risqué. Cindy a besoin de repos absolu, pas de stress, pas d'excitation. Non, je veillerai à cela, l'interrompit Roméo. Mais le stress les trouva quand même. Un paquet arriva au penthouse, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, des photos de Cindy chez le médecin, à l'épicerie, se promenant dans le parc. Quelqu'un la suivait. Le mot disait « Ta faiblesse se manifeste, Moretti. Combien vaut leur sécurité ?» Roméo convoqua une réunion d'urgence. Marco, Vincent et ce qu'il restait de son cercle intime de confiance se rassemblèrent. « C'est Antonio Greco, » dit Vincent d'un ton sombre, « le frère de Salvatore. Il est resté silencieux depuis la guerre, mais il agit maintenant. Que veut-il? La vengeance. Œil pour œil. Il prétend que tu as tué son frère, alors il va tuer ta famille. » Cindy, écoutant depuis l'embrasure de la porte, malgré les ordres de Roméo de se reposer, sentit le froid lui glacer les veines. « Il ne peut pas nous atteindre ici, » dit Roméo. « La sécurité est... » « Il n'a pas besoin de s'approcher, » interrompit Marco. « Il est patient. Il attendra la naissance du bébé pour que tu baisses ta garde. Et puis... » Puis rien, la voix de Roméo était ferme. « Parce que je mets fin à ça ce soir. »« Roméo, non !» commença Cindy. « Je ne le laisserai pas te menacer notre fille. » Roméo se leva. « Je vais lui faire une offre. De l'argent, du territoire, tout ce qu'il veut, mais ça se termine. » Et s'il refuse? Le silence de Roméo fut une réponse suffisante. Il partit avec Marco et 3 autres hommes, laissant Vincent et 2 gardes pour protéger Cindy. Mais Antonio Greco était plus malin qu'il ne le pensait. L'attaque vint de l'intérieur. L'un des gardes, quelqu'un en qui Roméo avait eu confiance pendant des années, avait été acheté. Il désactiva le système de sécurité, laissant entrer les hommes d'Antonio. Cindy entendit le tumulte, s'enferma dans la chambre. Son téléphone était éteint. Le téléphone fixe coupé. Elle était seule. Une contraction la frappa, forte, soudaine, terrifiante. « Non, » murmura-t-elle. « Pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant. » La porte de la chambre s'ouvrit en fracas. Antonio Greco se tenait là, arme à la main, souriant. « Madame Moretti, enchantée de vous rencontrer enfin comme il se doit. » Une autre contraction, plus forte. Antonio remarqua « Oh, c'est l'heure. Quelle perfection. Roméo pourra choisir. Venir vous sauver et tomber dans mon piège, ou rester loin et vous entendre mourir en couche. » Il passa l'appel, mettant en place un flux vidéo pour que Roméo puisse regarder. Roméo était en voiture lorsque la vidéo se connecta. Il vit Cindy, vit sa douleur, vit l'arme d'Antonio. « Tu as 25 minutes pour arriver ici, » dit Antonio, « sans arme, seul, où je la descends et je te laisse la regarder se vider de son sang. »« J'arrive !» dit Roméo immédiatement. « Ne la touche pas. »« Roméo, non !» cria Cindy à travers une autre contraction. « C'est un piège, il va te tuer. »« Je m'en fiche !» La voix de Roméo se brisa. « J'arrive, Cindy. Tiens bon. » Marco lui attrapa le bras. « Tu ne peux pas. C'est un suicide. »
Alors je meurs. Les yeux de Roméo étaient fous. Je meurs, mais elle vit. Le bébé vit. C'est tout ce qui compte. Il conduisit comme un possédé, brisant toutes les règles de circulation, le cœur battant à tout rompre. Quand il arriva sur les lieux, un entrepôt abandonné, les hommes d'Antonio l'attendaient. Ils prirent ses armes, le frappèrent jusqu'à ce qu'il puisse à peine se tenir debout, puis le traînèrent à l'intérieur. Cindy était là, ligotée à une chaise, pleurant en plein travail. « Roméo !» sanglota-t-elle. « je suis là, bébé. » Il essaya de la rejoindre, mais ils le retinrent. Antonio sourit. « Que c'est touchant. »« Maintenant, Roméo, tu vas me regarder tuer la femme que tu aimes. Ensuite, je prendrai le bébé, s'il survit, et l'élèverai comme le mien. Je lui apprendrai à haïr le nom des Moretti. Poétique, tu ne trouves pas ?» Il leva son arme vers Cindy. Roméo hurla, luttant contre ses ravisseurs avec une force surhumaine, et puis les fenêtres explosèrent. Marco, Vincent et 20 hommes firent irruption. Ils avaient suivi Roméo, ignoré ses ordres. Ils étaient venus malgré tout. Des coups de feu éclatèrent. Les hommes d'Antonio tombèrent. Dans le chaos, Roméo se libéra, plaqua Antonio au sol. Ils se battirent brutalement. Antonio était plus jeune, plus frais. Roméo était battu, épuisé. Mais Roméo avait quelque chose qu'Antonio n'avait pas. Tout à perdre. Les mains de Roméo trouvèrent la gorge d'Antonio. Il serra, sans lâcher prise. Même quand Antonio le griffa, même quand son visage devint violet. « Tu as menacé ma famille !» grogna Roméo. « Tu meurs !» Antonio devint mou. Roméo le relâcha, tituba vers Cindy, coupa ses liens de main tremblantes. « L'hôpital !» haleta-t-elle. « Le bébé arrive maintenant. » Ils y arrivèrent de justesse. Cindy fut emmenée en salle d'accouchement. Le bébé arrivait tôt, vite, dangereusement. Roméo lui tint la main tout du long, murmurant des encouragements, des prières, des promesses. « Je suis désolé, » répétait-il. « Je suis tellement désolé pour tout ça. Tais-toi et dis-moi que je peux y arriver, » haleta Cindy. « Tu peux y arriver. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu m'as survécu. Tu peux survivre à tout. » Elle rit à travers ses larmes. C'est exact. À 3h47 du matin, leur fille naquit. Petite mais en bonne santé, parfaite, hurlant avec la fureur de quelqu'un qui s'était battu pour venir au monde. L'infirmière la plaça dans les bras de Cindy. Roméo les regarda tous les deux comme il n'avait jamais rien vu de si beau. « Comment l'appelons-nous » murmura Cindy. Roméo toucha la petite main de sa fille. Elle serra son doigt avec une force surprenante. « Sophia, dit-il, cela signifie sagesse. Après tout ce que nous avons traversé, peut-être que la sagesse est ce dont nous avons le plus besoin. » Sophia Moretti, testa Cindy. « Parfait. » Roméo les embrassa toutes les deux, son monde entier dans ses bras. « Je te promets, dit-il à sa fille, tu ne connaîtras jamais la violence que j'ai connue. Tu grandiras en sécurité, aimé, libre. Quel qu'en soit le prix, je te l'offrirai. » Sophia bâilla, complètement indifférente aux déclarations dramatiques de son père. Et pour la première fois depuis sa propre enfance, Roméo Moretti pleura, non de douleur ou de rage, mais de joie. Le mariage eut lieu 6 mois après la naissance de Sophia, sur une plage privée aux Bahamas. Petit, intime, juste la famille et les quelques amis qui avaient survécu à la transformation de Roméo, de chef de la mafia à homme d'affaires. Cindy portait une simple robe blanche. Sophia dormait dans les bras de Maria, à proximité. Roméo regardait sa fiancée comme si elle avait suspendu la lune. « Moi, Roméo Moretti, je te prends, Cindy Matthews, pour être ma femme. » dit-il, la voix empreinte d'émotion. « Je promets de t'aimer dans la lumière et l'obscurité, de te choisir chaque jour, de construire une vie digne de toi et de notre fille. » Les vœux de Cindy furent si plus simples. « Je te choisis, tout de toi, le monstre et l'homme, aujourd'hui et toujours. » Ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, tandis que Sophia se réveilla et pleura, chronométrant parfaitement son objection à être laissée de côté. La réception se déroula sur la plage, musique et rire, et ce genre de joie que Roméo avait oublié. Marco porta un toast à Roméo, qui nous a appris que les hommes les plus forts n'ont pas peur de changer, et à Cindy, qui a eu le courage d'aimer un homme que tout le monde craignait. Plus tard, Roméo et Cindy marchèrent le long de la plage. Sophia entre eux dans un porte-bébé. « Es-tu heureux ?» demanda Cindy. « Terrifié, » admit Roméo. « J'attends toujours que quelque chose tourne mal, que quelqu'un attaque, que le passé revienne. Mais oui, je suis heureux, plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. » Il s'arrêta, la serra contre lui. « Tu m'as sauvé, Cindy, tu sais. »
Nous nous sommes sauvés mutuellement. Ils se tenaient là, l'océan murmurant contre le rivage, leur fille dormant paisiblement, l'avenir incertain, mais le leur. De retour à Chicago, l'empire légitime des Moretti grandit. Roméo ouvrit une fondation pour les jeunes à risque, offrant aux enfants des quartiers violents une autre voie. Il consulta la police sur la prévention des gangs. L'ironie ne lui échappait pas. Un ancien chef de la mafia luttant contre le crime. Isabella apparut une dernière fois à l'inauguration de la fondation. « Je t'avais sous-estimé, » dit-elle à Roméo à voix basse. « Tu l'as vraiment fait, tu t'es retiré, tu as construit quelque chose de réel. J'ai eu de l'aide. » Il regarda Cindy de l'autre côté de la pièce, tenant Sophia. « Elle est bonne pour toi, je peux l'admettre maintenant. » Isabella sourit tristement. « J'espère que tu es heureux, Roméo, vraiment. »« C'est bien, alors peut-être que tout ce sang a eu un sens après tout. » Elle partit. Et Roméo ne la revit jamais. 5 ans plus tard, Sophia commença la maternelle. Roméo l'accompagna à l'école. Cet homme dangereux, mis à genoux par les larmes de sa fille de 5 ans, à l'idée de le quitter. « Papa, ne t'en va pas, » murmura-t-elle. « Je serai là quand tu sortiras, principessa. Je te le promets. » En regardant par la fenêtre de la classe, Cindy sourit à son mari, des cheveux grisonnants à ses tempes maintenant, des rides rieurs autour de ses yeux, son arme rangée depuis longtemps. « Il va pleurer quand elle aura son diplôme, » prédit Maria, debout à côté d'elle. « Il va pleurer quand elle entrera en première année, » corrigea Cindy. Cette nuit-là, après que Sophia fut endormie, Roméo et Cindy s'assirent sur leur balcon, surplombant la ville. « Est-ce que ça te manque parfois » demanda Cindy. « Le pouvoir, le danger ?» Roméo réfléchit. « Parfois la certitude me manque, savoir exactement qui j'étais, de quoi j'étais capable. » Il lui prit la main. « Mais ensuite je te regarde. Je regarde Sophia, je regarde la vie que nous avons construite, et je réalise que je n'ai jamais été plus puissant qu'aujourd'hui. Comment ça ? Parce que maintenant, j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, quelque chose qui fait de moi plus qu'un simple monstre. » Il l'embrassa tendrement. « Tu m'as donné ça, une raison d'être meilleur. »« Nous nous sommes donné ça mutuellement, » corrigea Cindy. « Je me noyais avant toi, j'étais perdu. Tu m'as aussi donné un but. » Ils s'assirent dans un silence confortable. La ville qu'ils avaient jadis redoutée n'était plus qu'un chez-soi. Sophia grandirait sans jamais connaître le passé violent de son père. Elle irait dans de bonnes écoles, aurait des problèmes normaux, ferait ses propres choix, et Roméo veillerait sur elle. Cet ancien roi de la pègre de Chicago, maintenant juste un père qui ne pouvait pas dire non à une glace avant le dîner. « Je t'aime, » dit Cindy dans le calme. « Je t'aime plus, » répondit Roméo. « Impossible. Tu veux parier ?» Elle rit. Quels sont les enjeux ? Le gagnant choisit l'histoire du soir de Sophia demain soir. Marché conclu, et je vais définitivement gagner. Ils rentrèrent à l'intérieur, vérifiant leur fille une dernière fois. Ses cheveux foncés étalés sur l'oreiller, le menton déterminé de son père, le sourire de sa mère. Le monstre avait trouvé son humanité. La serveuse avait enfin trouvé son roi. Et ensemble, ils avaient forgé une réalité que ni la violence brute ni la misère ne pouvaient détruire. Une famille aimante, un foyer chaleureux, et un amour qui valait chaque sacrifice. 10 ans après ce jour mémorable du pare-brise orné d'épinards, Cindy se tenait dans la cuisine de leur maison de banlieue, concoctant le petit déjeuner pour leurs 2 enfants, Sophia, âgée de 11 ans, et Marco Jr., 7 ans, ainsi nommé en l'honneur du cousin de Roméo, qui était devenu un membre à part entière de leur famille. Roméo fit son apparition, impeccablement vêtu, prêt pour une nouvelle journée chez Moretti Enterprises, désormais un empire légitime de millions de dollars, englobant restaurants et immobilier. « Bonjour, Madame Moretti », dit-il en lui embrassant le cou. « Bonjour, Monsieur Domestique », rétorqua-t-elle avec une pointe d'humour. « Papa !» s'écrièrent Marco Jr. et Sophie en sprintant dans la pièce. « On peut aller au parc aujourd'hui ?»« Après le match de foot de ta sœur », répondit Roméo. « Oui !» s'exclama Sophia, déjà en uniforme. « Maman, tu as vu mes crampons ? Là où tu les as laissés ? » Contre la porte. Le tumulte d'un matin de famille ordinaire. Roméo croisa le regard de Cindy à travers la cuisine et sourit. Tout était là. C'était tout ce qu'il lui fallait. Au match de Sophia, Roméo était assis dans les gradins avec les autres parents, encourageant un peu trop fort, s'investissant un peu trop dans le football des enfants de 11 ans. « Moretti, tu vas te provoquer une crise cardiaque, » plaisanta un autre père. « C'est ma fille sur le terrain, j'ai le droit d'être intense, » rétorqua Roméo. Cindy, à ses côtés, éclata de rire. « Tu as menacé un arbitre à son dernier match. Il a pris une mauvaise décision.
Elle a 11 ans. Peu importe, ça compte toujours. Mais Roméo sourit, l'attirant contre lui. D'accord, j'essaierai d'être moins moi. Ne sois jamais moins toi. Essaie juste de passer du chef de la mafia au père inquiet. Je n'ai jamais été un chef de la mafia, lança Roméo à voix haute pour le bénéfice des parents proches. Puis, plus doucement, il ajouta « officiellement ». Après le match, l'équipe de Sofia l'emporta. Roméo était insupportable de joie. Ils allèrent au parc. Marco Jr. jouait joyeusement, tandis que Sofia lisait sous un arbre, montrant déjà des penchants plus intellectuels qu'athlétiques. « Elle est comme toi », dit Roméo à Cindy. « Intelligente, elle voit au-delà des apparences. Et Marco est comme toi, tout en cœur et en intensité. Que Dieu nous aide tous les deux. » Un homme âgé les aborda sur le banc, quelqu'un que Roméo ne reconnut pas immédiatement. Puis il le fit. Vincent, retraité, vivant maintenant en Floride. « Roméo Moretti, je n'aurais jamais pensé te voir dans un parc de banlieue. » Roméo se leva et l'embrassa. « Vincent, qu'est-ce qui t'amène à Chicago? »« Je rends visite à ma famille. J'ai entendu dire que tu te portais bien. Je voulais le voir de mes propres yeux. » Vincent regarda Cindy. « Les enfants. Tu l'as fait, tu t'en es vraiment sorti. »« Oui. » « Des regrets ?» Roméo regarda sa famille, Cindy riant à une remarque de Marco, Sofia montrant son livre à son frère. Le soleil se couchant sur la banlieue ordinaire de Chicago. « Pas un seul, » répondit Roméo. « Pas le moindre. » Vincent hocha la tête. « Bien, ton père serait probablement confus, mais je pense qu'il serait fier avec le temps. » Après son départ, Cindy demanda « Tu penses à eux, à ton ancienne vie ?»« Parfois, surtout quand je signe des contrats ou que je suis bloqué dans les embouteillages. Des moments où le vieux moi aurait réglé les problèmes par la violence au lieu des avocats. Tu regrettes ? Le pouvoir, la simplicité de la peur et du respect parfois, il la serra contre lui. Mais ensuite, je me souviens de ce que ça coûtait. Les cauchemars, la paranoïa, ne jamais faire confiance à personne. Et je me suis rendu compte que j'avais échangé un empire de la peur contre un royaume de l'amour. La meilleure affaire que j'ai jamais faite. Même si j'ai utilisé ta voiture comme miroir, Roméo rit. Surtout pour ça, tu étais si vrai, si peu impressionné par moi, si. J'étais désespéré et fauché. Tu étais parfaite. Il l'embrassa. Tu l'es toujours. Ce soir-là, après que les enfants eurent dormi, Roméo trouva Cindy dans leur bureau, travaillant sur la collecte de fonds de la fondation. « Viens au lit, dit-il. Dans 1 minute, j'ai besoin de finir. » Roméo tourna sa chaise. Ça peut attendre. Elle vit quelque chose dans ses yeux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien. Tout va bien. C'est ça qui est étrange. Il la souleva et la serra contre lui. Je suis heureux, vraiment, complètement heureux, et ça me terrifie. Pourquoi ? Parce que je ne le mérite pas. Toutes les choses que j'ai faites, les gens que j'ai blessés. Arrête. Cindy posa ses mains sur son visage. Tu as payé pour ton passé, tu as changé, tu as construit quelque chose de bon, tu as le droit d'être heureux. Es-tu heureuse ? Follement, épuisamment, complètement. Elle l'embrassa. Tu m'as donné tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Un foyer, une famille, un amour qui donne un sens à tout ce chaos. Je t'aime, chuchota Roméo, plus que tout ce que j'ai jamais aimé. Je sais, je t'aime aussi, mon beau monstre. Il sourit à son vieux surnom. Je ne suis plus un monstre. Non, tu n'es que le mien. Les années passèrent, Sofia fut admise à Harvard. Marco Jr. devint chef cuisinier comme son homonyme. Cindy et Roméo vieillirent ensemble, leur amour s'épanouissant chaque jour ordinaire. Pour leur 20e anniversaire, Roméo ramena Cindy à ce coin de rue où tout avait commencé, là où elle avait utilisé sa voiture comme miroir. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il. « Comment pourrais-je oublier le moment le plus embarrassant de ma vie, le meilleur moment de la mienne ?» Roméo sortit une petite boîte et, à l'intérieur, un nouvel anneau, une amélioration de celui qu'il lui avait donné au bord du lac. « Roméo, tu n'aurais pas dû. Je voulais marquer 20 ans de t'avoir choisi, d'avoir été choisi par toi. » Il lui glissa la bague au doigt. 20 ans de plus, 20 000 de plus, promit Cindy. Ils restèrent là, 2 personnes qui n'auraient si pas dû fonctionner, dans un amour défiant la logique, ayant construit une vie qui prouvait que la rédemption était réelle. « Te demandes-tu jamais, » commença Cindy, « ce qui se serait passé si j'avais utilisé la fenêtre d'une autre voiture ce jour-là ?» Roméo réfléchit un instant. « Alors, un autre salaud chanceux t'aurait eu, et je serais encore un monstre, froid, seul, probablement mort à l'heure qu'il est. Donc, je t'ai sauvé. Tu m'as absolument sauvé.
Il l'embrassa sur le front. « Tu as pris un homme brisé et violent, et tu lui as appris à redevenir humain, à aimer, à vivre pour autre chose que la peur et le pouvoir. Et toi, dit Cindy, tu as pris une femme fauchée et désespérée, et tu lui as montré qu'elle méritait qu'on se batte pour elle, qu'on la protège, qu'on l'aime. On s'est sauvés mutuellement, dit Roméo. En effet, ils retournèrent à leur voiture. Une modeste berline maintenant. Pas de verre blindé, pas d'armes cachées, juste une voiture normale pour une famille normale. Dis, Roméo, dit Cindy alors qu'ils rentrèrent chez eux. Merci de ne pas m'avoir tiré dessus quand j'ai utilisé ta voiture comme miroir. Il rit. Merci d'avoir eu des épinards entre les dents. Ça t'a rendue humaine. Ça m'a rendu curieux. Nous sommes ridicules. Nous sommes parfaits. Et il l'était. Une serveuse et un chef de la mafia. Une femme désespérée et un homme dangereux. Deux pièces brisées qui n'auraient pas dû s'assembler, mais qui l'ont fait, créant quelque chose que ni la violence ni la misère ne pouvaient détruire. Une histoire d'amour qui a commencé avec une vitre de voiture et des épinards, et s'est terminée avec tout ce dont ils avaient toujours eu besoin, l'un l'autre. Votre soutien est notre moteur, et nous permet de continuer à vous offrir des récits toujours plus captivants.